Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est quelque chose qui commence à se mettre en place aussi. J'ai eu l'occasion, par ailleurs, hier tout simplement même, de rencontrer certains gros hypermarchés. Et du coup, j'ai l'impression qu'ils ne répondent plus non plus aux attentes du consommateur et que les dirigeants de ces grosses structures commencent à chercher de nouvelles solutions et cherchent à se réinventer. Maintenant, est-ce que ces nouvelles habitudes sont prises? Est-ce qu'on peut trouver une alternative à ce commerce? Je pense que pour cela, il faut établir une politique de développement de secteur commercial sur le territoire de GPSO, répondre à la question en quoi la CU peut être un acteur de développement, comment maintenir le commerce de proximité dans les centres-villes, les bourgs, enfin, les centres-villes comme Mantes-la-Jolie, Poissy, les bourgs comme Rosny ou même Verneuil, des sites en reconversion tels que les Pôles-Gares, je pense aussi, et puis je n'oublierai pas les villages parce que je pense que justement c'est une période qui nous a permis de voir que les habitants voulaient consommer au plus juste et au plus près de la production. Donc comme l'a dit Mathieu, il y aura un premier point avec un diagnostic et donc un retour d'expérience sur toutes ces zones, donc, le commerce de ville, les zones comme celle de Buchelet. Je ne sais pas si M. Paul Martinez est là, mais voilà, je le salue. Et puis, on va voir les tendances nationales, la tendance locale, puisqu'on a quand même des points particuliers. Et en deuxième partie, on va essayer de répondre à comment mettre en place ce schéma de développement commercial, quelle stratégie doit-on mettre en place pour répondre au mieux aux besoins des habitants et comment faire cohabiter commerce de centre-ville et les grands pôles. On en a quand même 3 sur notre secteur, un qui est en mauvaise santé, je dirais, sur Orgeval plutôt. Et tout cela afin de répondre à une offre de qualité pour tous les habitants. Je pense qu'il faut que tout le monde soit à la même enseigne sur le commerce. Donc, conclusion, moi je dirais qu'il faut trouver un équilibre entre offre de proximité et les grandes zones commerciales de périphérie, éviter que ces zones deviennent des friches et définir les outils que la CU doit mettre en place pour réussir à conduire une stratégie de développement commercial. Merci beaucoup, Madame la Vice-Présidente, Madame le Maire. Très bien, on a effectivement, on a un tableau d'une amplitude assez conséquente d'enjeux, d'enjeux sociaux et économiques emboîtés. Et donc, sans transition, j'invite vos deux collègues des services de développement économique et de l'aménagement. Je ne sais pas si vous intervenez l'une après l'autre ou en duo. Ou, on va vous proposer le menu. Allez, Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Katia Mirochinchenko et donc Sylvain Bonon qui est à côté de moi. On va faire une courte intervention en 3 temps. Moi, je vais vraiment poser, on va dire, les quelques chiffres clés, justement, sur l'offre commerciale du territoire. Sylvaine fera un zoom sur la partie plus urbaine, aménagement à travers l'OAP, commerce et artisanat, qui a déjà été pris dans le cadre du PL8 qui a été voté. Et je reviendrai juste rapidement pour donner quelques perspectives, mais que Madame la Vice-Présidente a déjà proposé, sur justement notre réflexion, notre stratégie de développement donc d'une dynamique commerciale à l'échelle communautaire et avec les équilibres dont vous avez parlé, Madame Placé. Voilà. Alors, donc vous avez ici une carte tout simplement qui est une illustration de l'OAP, donc commerce et artisanat. Alors, elles y sont, mais elles sont très petites. On les voit vraiment, voilà, je pense que peut-être que de près, voilà. On a 3 grandes polarités commerciales, vous les avez en tout cas évoquées, Madame Placé. Nous avons, si on parle de l'Ouest, donc le pôle de Mantes-Puchelet, qui est une grande polarité commerciale. Deuxième polarité commerciale, Flins-Aubergenville. Et la troisième, qu'on appelle donc le pôle des 40 sous, qui est situé, on va dire, sur la commune d'Orgeval. Donc ça, c'est 3 grandes polarités commerciales. Ensuite, nous avons, on va dire, plutôt des
toute la dynamique des commerces de centre-ville, et je donnerai quelques chiffres clés qui sont situés bien sûr sur les principaux bassins de vie et bassins économiques, donc Mans, Climé, Buchelay, ce qu'on vient de se dire. Ensuite, vous avez aussi, on a Rosny, on a un petit peu Rosny sur le plus à l'ouest, voilà. Ensuite, on a une deuxième zone qu'on retrouve ici autour des Mureaux, voilà, vous avez qui est situé. Voilà. Et puis après, on a aussi un certain nombre de polarités, en tout cas sur la ville de Conflans, qui est le plus à l'est, Conflans, Achères, et puis ensuite un peu plus au sud, pardon, Poissy. Voilà, et les villes environnantes. Voilà, donc ça c'est la deuxième catégorie de commerce. Et puis ensuite, on a ce qu'on appelle les commerces qui sont plutôt liés au centre-bourg. Voilà. Alors, ces chiffres clés, je vais être très très rapide, je ne vais pas les lire. Petite quand même précaution, ces données sont de 2017, donc bien sûr bien avant donc la crise sanitaire et économique, mais aussi avant, je pense, des évolutions de tendance dont vous avez parlé, Madame Placé, qui, je pense, sont notoires depuis plus de 3 ans, le e-commerce, mais pas que. Et aussi, ces données ont été, en tout cas, proposées avant donc, le programme Action Cœur de Ville. Je pense qui est en train de modifier, on va dire, peut-être l'offre commerciale et aussi les actions du programme ORT, Opération de revitalisation du territoire. Voilà, c'est juste pour donner une petite recommandation sur cette dynamique. Quoi qu'il en soit, on retrouve en effet sur ces chiffres clés donc les grands bassins économiques et de vie dont je viens de parler. On voit très clairement que sur le nombre de commerces, Conflans, enfin je veux dire Mantes-la-Jolie et Conflans-Achères sont un petit peu au-dessus de la moyenne sur le premier slide. Ça a un peu de mal à défiler, mais ça va arriver. Bon, on est sur une slide dédiée aux chiffres clés. Je vais essayer. C'est celle d'avant. On est toujours sur la carte. Ah, voilà, c'est bon. Attendez, je reprojette. On peut, alors je continue parce que peut-être que c'est affiché, voilà pour vous. Deuxième élément, c'est sur les chiffres d'affaires. Je pense que c'est important. On a évoqué le fait que les grandes enseignes commerciales sont aussi ce sont des dominants fiscaux, donc source de richesse. Et on voit aussi là très clairement, on va dire la zone de Porte de Normandie, de Dock de Buchelay, qui est au-dessus. Ensuite, on voit son coup à coup de la polarité d'Aubergenville, Flins et d'Orgeval, et Achères est un petit peu en dessous. Voilà. On a quand même voulu mettre Chambourcy parce que bien sûr les frontières administratives ne correspondent pas aux frontières économiques ou même de pratique des consommateurs, et vu la proximité de Poissy, c'est important, et on voit qu'il y a quand même aussi un chiffre d'affaires très très élevé, donc c'est peut-être des questions qu'il faudra se poser aussi sur l'évolution de l'offre. Voilà, c'est les anciennes. Bon, je ne vais pas revenir sur le graphique qui est le tableau qui est à droite parce qu'il redit un petit peu les mêmes choses, mais avec un ratio sur le chiffre d'affaires pour le nombre de commerces. Alors, le slide suivant, là, c'est juste celui-là, très rapidement. Ce qui est important aussi, c'est d'arriver à mesurer l'attractivité du commerce pour chacune des communes, enfin de ces bassins économiques, et à l'inverse l'évasion. Donc on voit là très clairement que Conflans, Achères un petit peu se détache, on va dire, des autres communes. Ça veut dire qu'en effet il y a plus de 55% des habitants qui ont une pratique de commerce sur cette commune, enfin ces communes. À l'inverse, sur Poissy, c'est très faible. Ça s'explique par 2 principales raisons. C'est le fait qu'il y ait peu d'offres d'enseignes commerciales donc alimentaires, ou alors qui se trouvent plutôt sur la zone de Chambourcy. Voilà, donc ça c'est un élément de concurrence qu'il faut avoir. Sur les Mureaux et Mantes-la-Jolie, on est pro à peu près au même niveau.
Et puis sur l'évasion, voilà, on a un petit peu le corollaire. Je voulais faire juste une petite insert sur c'est-à-dire que à l'inverse, c'est les commerçants les habitants qui vont consommer à l'extérieur de la commune. Voilà, on a l'attractivité, à l'inverse, l'évasion. C'est pareil, ces données, bien sûr, sont une mesure avant donc l'enseigne commerciale Monbeau-Buchelet, qui a quand même aussi modifié, je pense, les chiffres sur Mantes-la-Jolie. C'est étonnant. Conflans, là, c'est 55% sur l'attractivité, oui. Et il y en a autant qui sont bons. Oui, mais vous n'êtes pas sur les mêmes types de pratiques commerciales. On va le voir après. On va faire une petite typologie. Donc, c'est pour ça, suivant les secteurs de dépenses. Mais voilà. Alors, quelques chiffres aussi pour donner un peu de détails sur l'offre commerciale. On va s'arrêter d'abord très rapidement sur les 3 destinations commerciales de périphérie. On voit qu'on a quand même une offre assez variée et aussi avec une part de commerce de plus de 300 mètres carrés qui est quand même assez importante. Vous avez le chiffre d'affaires qui est indiqué. Pour résumer, sans lire, parce que vous avez les chiffres qui sont donnés, on va dire que sur la polarité de Port-Normandie, Dock de Buchelet et Limay, comme sur Flins et Aubergenville, finalement, c'est l'alimentaire qui est quand même le plus important. Viennent ensuite un petit peu tout ce qui est équipement de la personne, mais on a quand même une prédominance des dépenses et du chiffre d'affaires sur l'alimentaire, qui est d'ailleurs assez proche des moyennes nationales, alors que sur Orgeval-Vilaine, donc le pôle des 40 sous, on a là à l'inverse une offre, en tout cas un chiffre d'affaires alimentaire beaucoup plus faible. J'en ai parlé précédemment. Et par contre, en effet, une spécificité autour de tout ce qui est équipement de la maison et culture loisirs. Voilà. Si le dernier slide, là, on fait un petit détail sur les polarités à rayonnement local. Donc là, on est un peu plus en proximité du centre-ville. Donc là aussi, on a quelques tendances. On peut dire que finalement, Mantes-la-Jolie et Poissy, on a une diversité de l'offre commerciale et peut-être c'est aussi lié à la configuration même urbaine. On est vraiment sur des centres-villes historiques. Donc voilà, il y a une palette d'offres commerciales beaucoup plus large. Voilà, de l'alimentaire, mais aussi tout ce qui est équipement de la maison de la personne, culture, services. Alors que sur les autres villes, donc les Mureaux, Melun-Ardricourt et Achères, qui sont en tout cas identifiés comme des polarités à rayonnement local, on a une concentration sur l'alimentaire et le service, qui sont de toute façon les 2 principaux postes de dépenses. Voilà, donc ça, ce sont les quelques, on va dire, données économiques, mais vraiment, je pense qu'il faut les prendre avec beaucoup de précautions. 2017, et donc avant, voilà. Et c'est ça, voilà. On a quand même des modifications de fond, mais en tout cas, c'est les chiffres que l'on a. Moi, je suis étonnée de voir Flins avec Nantes, pas Flins, Limay. En fait, les gens traversent rarement la Seine. Mettre Buchelet et Limay, c'est un peu étonnant, parce qu'on a du mal à être 13. Quand on met Porte de Buchelet, il y a Buchelet-Limay, là. Oui, mais c'est vrai que l'idée, c'est de raisonner sur des bassins un peu économiques, si vous voulez. Ouais. Après, c'est vrai qu'en termes de pratique, de coordination, voilà les quelques, on va dire, données un petit peu à plat à ce stade sur l'offre commerciale et les pratiques. Mais après la présentation de Sylviane, on proposerait quelques pistes, en tout cas, d'évolution qui sont déjà en cours par les grandes enseignes commerciales et puis les communes. Oui, donc bonjour à tous, donc Sylvaine Baudou, directrice de l'aménagement et précédemment en charge de la réalisation du PLUI. Donc là, l'objectif, c'est simplement de vous poser un petit peu le cadre réglementaire dans lequel on s'inscrit et comment l'enjeu commercial a été traduit, artisanal et commercial a été traduit dans le cadre du PLUI.
Donc, c'est traduit d'abord de façon obligatoire, en fait, dans le cadre du PLUI, parce que notre territoire ne bénéficie pas d'un SCOT et en général, les schémas de développement commerciaux qui sont opposables doivent être faits dans le cadre d'un SCOT. Comme on n'a pas de SCOT, on est obligé de disposer de cette orientation d'aménagement et de programmation commerce et artisanat dans le cadre du PLUI. Donc, c'est dans ce cadre-là, effectivement, que ça a été réalisé. Je vais passer à la slide suivante. Donc, les principaux objectifs de l'OAP commerce et artisanat, qui, je le précise, ne fait en fait que encadrer la localisation préférentielle du commerce, c'est-à-dire, pour être plus concrète, dire là où on permet le commerce et là où on l'interdit. Et par exemple, typiquement, ça a été de dire qu'on allait permettre le commerce sur nos grands sites commerciaux que sont Aubergenville, Plain, Buchelet et Carentsou à Orgeval, et essayer de l'éviter en entrée de ville, notamment de façon anarchique, et évidemment conserver un maximum le commerce dans les centres-villes. Donc, ça s'est traduit par 4 axes. Donc, l'axe 1 qui est encourager le développement du commerce de proximité et de l'artisanat dans les centralités urbaines et rurales. L'axe 2, limiter la consommation de foncier en priorisant le confortement des polarités existantes. Donc, ça, c'est vraiment limiter le développement des commerces en entrée de ville. Axe 3, qualifier les espaces commerciaux et les entrées de ville, réduire leur impact sur l'environnement. Et enfin, axe 4, optimiser la porosité des espaces commerciaux et renforcer leur accessibilité. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est effectivement, c'est donner à ces espaces une desserte correcte et optimale pour qu'ils puissent être le plus fréquentés et puis qu'ils puissent être aussi traversés et reliés à la ville de la meilleure façon. Juste un petit point pour vous expliquer qu'il y a une évolution législative après la loi Elan de 2018, c'est-à-dire aussi après que cette OAP finalement ait été conçue, où aujourd'hui donc on a juste les localisations préférentielles, et si on a une révision du PLUI, si on décide d'aller plus loin sur un schéma commercial, il faudra aller un petit peu plus loin dans l'OAP. Voilà, c'est juste cette petite précision à apporter. Ensuite, les autres dispositifs réglementaires du PLUI en faveur du commerce, c'est donc l'identification de zones spécifiques pour le commerce. Donc, Aubergenville, Flins, Carentsou et l'Ouest Mantois, et puis certaines zones, notamment à Conflans-les-Boutries et à Chères, le Grand Cèdre principalement. Et enfin, dans la plupart des centres-villes, évidemment avec l'accord des communes, il y a un dispositif réglementaire qui doit permettre d'avoir des rez-de-chaussée actifs, donc commerciaux si possible, qu'on appelle linéaires toute activité et linéaires commerciaux qui sont identifiés sur le PLUI. Enfin, l'idée a été aussi de permettre dans toutes les zones UMIC, c'est-à-dire dans toutes les zones urbaines, une mixité fonctionnelle systématique et pour permettre l'implantation aussi de commerce, d'artisanat et d'activités de services. Et enfin, un dispositif qui fait aussi que si certaines entreprises veulent quitter le tissu urbain traditionnel, il y a un dispositif qui les oblige à conserver une partie en activité, l'enjeu étant de maintenir l'emploi en centre-ville. Alors, aujourd'hui, forcément, on est dans un document réglementaire, qui est un document qui finalement donne un certain nombre d'orientations à un instant T. Et comme l'a dit très justement ma collègue Katia Miroshnichenko, les chiffres datent de 2017. L'OAP s'est basé aussi sur des chiffres de 2017. Et puis, il y a eu beaucoup d'évolutions commerciales depuis, l'effet catalyseur du Covid et une mutation très importante tant chez le consommateur que chez les commerçants. Donc, ça a un impact pour les stratégies de tous les opérateurs, notamment sur les localisations et sur les formes urbaines. Donc, c'est des impacts qu'il va falloir anticiper dans le cadre de l'aménagement et de nos stratégies d'aménagement futures. On a comme ça des secteurs qui sont éminemment mutables,
avec des stratégies d'implantation nouvelles et des enjeux de valorisation foncière qui sont très forts en matière d'aménagement pour les grands opérateurs. Il y a la question de se poser effectivement la question potentielle de ces friches commerciales potentielles et de voir quelles sont les conditions de mutation de ces sites et vers quels produits. Parce que bien sûr, il y a un enjeu d'avoir des produits plus rémunérateurs sur le foncier. Donc, c'est des questions qu'il faut se poser dès maintenant puisque les mutations sont en cours. Et bien sûr, la question du commerce en train de se réinventer dans sa forme et dans son contenu, il a un impact tant dans sa desserte que dans sa localisation. Et donc, des dispositifs de stratégie commerciale pour les territoires à repenser. Donc, c'est tout à fait l'objet de l'atelier. Et puis, la difficulté de le penser sur le temps long, compte tenu que les évolutions sont très rapides. Voilà. Alors, je vais vraiment terminer cette première présentation en donnant des des éléments, bien sûr, portés à la discussion, à la réflexion, sur la mise en place de cette stratégie de développement commercial à l'échelle communautaire, de l'ensemble du territoire avec ses caractéristiques et ses spécificités. Et cette stratégie, elle relève à la fois de dynamique, on a bien parlé des équilibres, voilà, territoriaux, type d'acteurs économiques, type d'offres. Ça relève aussi des outils, des programmes et des outils qui pourront être mis en place. Par exemple, l'action cœur de ville ou l'ORT peut être un des outils. Et puis, ça relève aussi de la question du rôle de la communauté urbaine, parce que la question du commerce, c'est bien sûr une question, je veux dire, d'aménagement du territoire, mais aussi économique, et bien sûr aussi de la dynamique des communes. Donc il y a vraiment cette question, quel est le rôle de la communauté urbaine, voilà, vis-à-vis des communes et aussi vis-à-vis des acteurs économiques. Je pense que cette stratégie, voilà. Donc, il y a deux volets qu'on vous propose à la discussion. C'est la question de l'articulation de GPSO avec les communes, qui est un premier sujet très important. Action cœur de ville, où il y a déjà différentes villes qui ont bénéficié de ce programme. On va avoir un témoignage. Voilà, si on peut rester sur l'autre, pardon. Ensuite, on a la question de la mise en place de taxes sur les vacances commerciales, aussi, en centre-ville ou en périphérie. Ça peut être un outil qui est mobilisé. À travers l'action cœur de ville, mais pas que, on a quand même un certain nombre de villes qui sont dotées maintenant de managers de centre-ville, voilà, qui ont une connaissance très très fine des commerçants, de leur dynamique. Donc, comment on s'appuie sur cette connaissance. Après, c'est vrai que le travail que la communauté urbaine peut aussi impulser, c'est une forme d'animation avec les élus communautaires, communaux, de lien avec ces managers de commerce, mais aussi avec les associations. Et les associations de commerçants, exactement. Oui, important à ajouter, tout à fait. Associations de commerçants, vous avez raison. Et avec notamment, voilà, sur les différents sujets qui sont cités. On a aussi la question de la logistique urbaine, c'est-à-dire le dernier kilomètre. Ça aussi, je pense que dans les nouvelles pratiques de consommation, le click and collect, enfin toutes ces choses-là. Voilà. Et puis aussi toutes les pratiques, enfin les dispositifs. On a essayé de le mettre en place au moment de la reprise en octobre des commerces, donc d'accompagnement des communes pour des actions de soutien auprès des commerces, le département, la région, voilà, mais dans quelle mesure on peut être. Et on aura donc une présentation d'initiative Parisis de ma boutique à l'essai, vers Novi. Deuxième, donc ça c'est plus l'articulation, on va dire, donc GPSC aux communes, et peut-être les actions un peu dédiées de la communauté urbaine qui sont déjà, nous avons certaines actions qui sont de l'ordre du réglementaire, donc c'est les avis qui sont donnés dans le cadre des commissions départementales d'aménagement commercial, notamment par rapport à un certain nombre d'enseignes, voilà, d'une certaine superficie, voilà, les hyper et les super. Le suivi des projets privés, on a parlé de Montbre Buchelet, on cite là quelques enseignes commerciales avec qui on travaille, qui sont présentes sur le territoire. La question de la régulation du repos dominical, voilà, par rapport
ouverture des maires, hein, ce qu'on appelle. Hein. Le foncier, ça a été évoqué voilà, par ma collègue Sylvaine. Bon, voilà, hein, notamment tout ce qui est les terrasses situées en périphérie. Aussi, il y a tout un accompagnement aussi en termes d'aménagement sur les zones donc commerciales, en transformation, Orgeval, Huchelet, hein, voilà. Notamment, hein, pas que, mais voilà. Les mobilités, bien sûr, hein, comment on accède, pour qui, les salariés, les consommateurs, ça pose aussi ces questions d'aménagement, de voirie. Bon, puis voilà, la planification, ce qui vient d'être dit, l'évolution de l'OAP, le RLPI aussi, et tout ça, dans quelle mesure tout ça peut constituer une stratégie dans un schéma ou pas, sachant que le schéma, c'est un objet réducteur. Voilà les quelques pistes, en tout cas, éléments de mise de départ sur la réponse. Merci à vous deux, sauf s'il y a des réactions immédiates, parce qu'il y avait quand même des informations sur lesquelles on peut revenir dans le détail, et je suis attentif aux mains qui se lèvent, ou simplement aux prises de parole au son, elles sont toujours possibles. Mais s'il n'y en a pas, on pourrait écouter volontiers les collègues parler du commerce de centralité, si je comprends bien, c'est-à-dire Alexandre Sass et Marc-Antoine Pagot, sur l'action cœur de ville d'une part et l'activité de manager de centre-ville. Vous en seriez d'accord? Et puis comme ça, on va continuer à ramasser les choses. Hein. Tout ça fait système, on l'a bien compris. Donc, s'il n'y a pas d'objection, donc Monsieur Sass, je vous passe la parole. Ben écoutez, merci beaucoup, c'est très gentil. Je remercie aussi Madame le maire de Garville d'avoir invité entre guillemets la ville de Mantes-la-Jolie à ce séminaire et toutes les équipes de la CU GPSO. Et j'en profite aussi pour vous saluer Martin Vanier, que j'ai eu comme professeur il y a une dizaine d'années à l'école d'archi et l'Institut d'Urbain de Grenoble. Et je vous rassure, vous n'avez pas vieilli, c'est parfait. Vous êtes comme le bon vin. Voilà pour le petit propos introductif. Donc, comme vous l'avez dit, donc la ville de Mantes-la-Jolie a signé en 2018 une convention cadre Action Cœur de Ville qui a permis, entre guillemets, de définir ou redéfinir un projet urbain et une fonction pour cette centralité. C'est un projet qui est d'une certaine manière partenarial, puisqu'on va dire, et c'est un peu le sujet de la présentation, un écosystème d'acteurs et de fonctions, de financeurs, de maîtres d'ouvrage qui participent à ce projet. Et c'est aussi un projet coordonné entre les différentes fonctions d'un centre-ville et parler, entre guillemets, de commerce en centre-ville impose, entre guillemets, des discussions autour de la question des espaces publics, autour de l'habitat, de l'accessibilité, des mobilités, mais aussi de comment on fait battre ce cœur de ville et bien évidemment la question des manifestations culturelles, festives font aussi sens dans le dynamique commerciale. Si on va à la slide suivante, ce projet, donc, il est piloté directement par le maire et président de la CUGPSO, Raphaël Cognier, et son adjointe au commerce, Carole Philippe. On est dans une réalisation, entre guillemets, d'une stratégie, dans la construction d'une stratégie, mais qui est fixée par un cadre, et on discutait avec mes collègues de la CU, discuter un petit peu quel était le rôle aussi de la CUGPSO dans comment ils pouvaient accompagner les communes. Ici, la CUGPSO, elle nous a accompagnés dans le sens où elle a fixé le cadre réglementaire, juridique, stratégique dans lequel, entre guillemets, la ville devait évoluer et organiser sa centralité, et aussi comment sa centralité allait rayonner, entre guillemets, sur un bassin de vie, et dont l'objectif, c'était pas forcément de déshabiller Paul pour habiller Jacques, mais bien d'avoir une action coordonnée, entre guillemets, sur l'ensemble du Mantois, et comment on arrivait d'une certaine façon à transformer ou à retransformer le centre-ville de Mantes-la-Jolie comme locomotive économique, bien évidemment, mais aussi sociale, culturelle, etc., et qui profite donc à l'ensemble des montées. Donc, il y a vraiment un binôme qui a été créé entre la communauté urbaine et la ville de Mantes-la-Jolie pour porter ce projet-là. Ce binôme, il a fonctionné aussi donc en groupe de travail avec, donc, comme je vous disais, sur la mobilité, sur l'habitat, sur l'animation culturelle et touristique, sur le développement commercial, sur l'innovation territoriale, pendant une bonne année où un certain nombre d'ateliers, d'échanges, d'analyses, de concertations aussi habitantes aussi avec commerçants ont permis d'aboutir à un projet global de redynamisation
et ce projet global de redynamisation est in fine, entre guillemets, le secteur d'intervention de l'ORT communautaire, mais secteur d'intervention pour Mantes-la-Jolie. Ce secteur d'intervention, il est planifié, entre guillemets, sur un peu comme une logique de PPI, hein, sur quasiment une dizaine d'années. PPI, c'est plan pluriannuel d'investissement, qui permet de géoréférencer, entre guillemets, l'investissement et qui permet aussi de comprendre et anticiper, entre guillemets, les dépenses, mais dans une logique de stratégie. Éviter d'être dans la réaction, mais toujours, entre guillemets, avoir un temps d'avance afin d'expliquer, notamment aux habitants, aux commerçants, ce qui va se passer et aussi aux maîtres d'ouvrage financiers. Donc là, on a une carte un peu barbare hein, qui synthétise toutes les actions qui seront portées sur le cœur de ville. Donc on voit bien le cœur de ville un petit peu historique avec ses venelles semi-piétonnes. Ce qui fait aussi la différence avec les zones marchandes autour de chez nous, c'est que nous, on a 10 monuments historiques, on a 1000 ans d'histoire qui est ici, on a des rapports paysagers exceptionnels avec la Seine et les coteaux calcicoles du Vexin, etc. Tous ces éléments participent à la création d'une ambiance qui fait que le centre-ville de Mantes, dans son bassin de vie hein, du Montois, est unique. Et quand on va faire du commerce dans le centre-ville, on ne va pas faire que du commerce. On y va aussi d'une façon récréative. Et c'est dans ce cadre-là que la ville a décidé d'accompagner, entre guillemets, le développement de son offre commerciale en complémentarité avec ce qui se passe, et ça a été plutôt organisé par la CEG-PSO, ne pas retrouver, entre guillemets, la même offre de service dans le centre-ville, mais une offre complémentaire. Donc, il y a un dialogue à avoir, entre guillemets, avec les périphéries commerciales. Il y a un dialogue aussi à avoir avec l'ensemble des chambres, CMA, CCI, etc., pour réussir à élaborer une stratégie, on va dire, co-élaborer une stratégie qui convienne à tout le monde. On est vraiment dans le consensus. Si on va à la slide suivante, qui zoome un petit peu sur un espace plus précis du centre-ville et qui explique d'une certaine façon comment on souhaite développer ce projet-là, on a ce qu'on appelle, nous, des zones d'intervention coordonnées. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'ensemble des outils qu'Action Cœur de Ville met à disposition pour viser, entre guillemets, la redynamisation de manière un petit peu plus puissante. Ça n'a pas de sens, d'une certaine façon, de penser que cellule commerciale. La cellule commerciale, elle va se retrouver sur l'espace public parce qu'on a une petite terrasse, parce qu'on a un bistrot, parce qu'on a une boulangerie. Donc, quelle est l'interaction? Comment on gère cette interaction? Même chose sur l'habitat. Comment les premiers, entre guillemets, consommateurs de l'appareil commercial du centre-ville, et à plus de 3/4, ce sont les habitants du centre-ville de Mantes-la-Jolie. Donc, il faut avoir des habitants dans le cœur de ville. Il faut que cette typologie de logement soit en adéquation avec les demandes contemporaines, accessibles au grand âge, thermiquement viable, etc. Et donc, l'idée est bien d'avoir, entre guillemets, un système d'outils qui permet de traiter l'ensemble du bâti dans le cœur de ville par rapport à une stratégie, mais la traiter de la cave au grenier. Et pas avoir une multitude d'opérateurs qui font un bout de logement vacant, un bout de logement dégradé, un bout de cellule commerciale. Donc, en tout cas, pour nous, ça a été d'avoir dans le même temps un système opérationnel qui traite l'immeuble dans son entier par un système d'opération de restauration immobilière ou d'incitation, etc., un ensemble d'outils pilotés par une direction de projet, mais tout ça coordonné. Même chose donc sur les espaces publics. On va rénover l'ensemble donc de ces espaces-là, piétoniser, c'est-à-dire changer un petit peu de modèle. C'est très bien que sur la veille le GPSO, c'était un peu la veille de l'automobile, la voiture était très présente dans les cœurs de ville. Maintenant, on va essayer de gommer un petit peu la présence de la voiture, ou peut-être mieux la réorganiser. Quand on analyse, entre guillemets, les centres-villes, on s'aperçoit qu'on a quand même un stock de places de stationnement hyper important, mais qui ne sert peut-être pas le développement économique de la ville. Donc, c'est comment réorganiser le stationnement, sa politique tarifaire, son accessibilité, son plan de circulation. Ensuite, comme je le disais, il y a accueillir des manifestations culturelles et festives d'envergure qui permettent, entre guillemets, de faire battre le cœur de ville. C'est quelque chose de primordial. Alors, ça peut être des choses historiques comme la foire aux oignons, où on est à la 500e édition, ou des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus contemporaines, comme la fête de la musique, le 14 juillet, un carnaval et tous ces différents éléments. Le résultat, il arrive à concilier des investissements qui mettent autant, entre guillemets, le développement économique que les espaces publics, que la mobilité. Par exemple, là, on a le belvédère fluvial qui a été créé pour répondre à une rupture entre le quai bas et le quai haut du cœur de ville. Alors, à savoir, est-ce que c'est de l'espace public, est-ce que c'est du développement économique? Je ne peux pas vous dire réellement, puisque les deux, entre guillemets, ont été mixés, et c'est bien pour ça qu'on a été accompagné sur ce type de projet,
par l'Agence de l'eau, par la Banque des Territoires, par le CEREMA, par la CCI, par la CMA, parce qu'on a un projet d'espace public, mais qui est au service de la stratégie touristique et donc au service du développement économique du centre-ville. Ensuite, si on avance un petit peu dans notre stratégie sur les slides suivantes, on peut aussi, pour rentrer entre guillemets plus précisément dans la question commerciale, mes propos introductifs étaient de dire vraiment parlons commerce, mais parlons commerce dans un ensemble urbain cohérent. Et si on regarde un petit peu plus précisément comment on souhaite organiser le commerce, après retour d'expérience, la question du lien de proximité, du lien de confiance, c'était peut-être ce qu'il y avait de plus important. On sait qu'il y a une inertie assez forte dans les collectivités territoriales, dans les villes, dans les départements, dans les communautés urbaines. Et le commerce, c'est quelque chose qui peut changer du jour au lendemain dans une rue. Pour ça, on a créé un office du commerce avec un certain nombre, entre guillemets, de missions pilotées par un manager de commerce et qui doit comprendre plus précisément comment fonctionne le centre-ville, accueillir les investisseurs, les promoteurs, prospecter un nouveau réseau d'enseignes, des actions de reconquête, des actions d'animation commerciale, faciliter le lien aussi avec les ABF, avec le service urbanisme, etc. Toutes ces choses-là, on s'est aperçu que ce guichet unique, cet office du commerce qui devient antenne et aussi relais, entre guillemets, d'une politique d'action publique, a été primordial et qui devient, entre guillemets, la clé d'entrée des investissements. Il y a vraiment un lien de confiance qui se crée avec les commerçants et c'est quelque chose de primordial. Il fonctionne sur deux volets. Il fonctionne donc sur le volet administration, donc des aides classiques pour, entre guillemets, coordonner l'activité, donc par exemple les DSP marché forain, les DSP stationnement, etc., toutes ces choses-là, et aussi une aide à la modernisation, entre guillemets, de l'appareil commercial. Ça, c'est la slide qu'on voit un petit peu après. Très rapidement, on s'est aperçu dans notre stratégie et à la demande, entre guillemets, des commerçants, mais aussi d'une certaine façon des habitants, qu'il fallait pas les aider, mais en tout cas les accompagner dans la modernisation de leur commerce. On en a discuté en préambule. Ça fait 5 ans qu'à Mantes, la croissance du e-commerce, ça dépasse les 2 chiffres. On a des retail parks de plus en plus fous qui existent. On a aussi bien évidemment le centre-ville de Paris qui attire pour tout ce qui est commerce, entre guillemets, ou activités culturelles. Donc, il fallait que la ville, entre guillemets, aide et montre à ces commerçants qu'ils peuvent avoir confiance en leur centralité. Ça fait des centaines d'années que la collégiale est là, elle restera là, et le centre-ville marchand qui l'accompagne restera là. C'est dans ce cadre-là qu'un fonds à l'innovation commerciale a été créé, piloté donc par le manager de centre-ville, mais aussi avec la DRAC, l'ABF, qui nous aide, entre guillemets, à moderniser les devantures, que ce soit la façade, les terrasses. La CCI, qui vient aussi ramener son expertise avec Marc-Antoine, qui présentera un peu son action. La CMA aussi, qui travaille avec nous. Et bien évidemment, l'État. Il est abondé, entre guillemets, par la ville et par l'État pour un volume à peu près de 300 000 euros. Et ce fonds-là va donner un petit coup de main, entre guillemets, aux commerçants pour, s'il y a une prise de risque à emprunter ou pas, pour retravailler la façade, pour retravailler l'accès, pour retravailler la modernisation et pour prendre des risques. Parce que, in fine, on doit prendre des risques quand on est commerçant du centre-ville, puisqu'on doit proposer des produits innovants qu'on ne retrouve pas forcément en périphérie, qu'on ne retrouve pas forcément aussi dans peut-être d'autres villes intermédiaires. Et on sait que les banques, on sait que les propriétaires sont souvent assez frileux quand on vient avec un projet assez innovant, etc. Donc, ce fonds à innovation, il doit aider, entre guillemets, à moderniser l'activité commerciale, mais aussi à sécuriser, entre guillemets, les investissements. C'est pas non plus, à la salle suivante, on le voit, c'est pas non plus un chèque en blanc. Demain, si vous venez à Mantes et vous souhaitez avoir des fonds, des sous, des crédits du fonds innovation, on va quand même vous demander un certain nombre de choses. Ce nombre de choses, vous allez retrouver dans la charte des devantures commerciales, par exemple, qui va vous expliquer ce qui n'est pas possible de faire, mais si ce qui est possible de faire, vous faire gagner, entre guillemets, du temps et mettre le porteur de projet, d'une certaine façon, dans la meilleure disposition possible. La communauté urbaine a un super PLUI qui dit un certain nombre de choses sur le centre-ville, comment il doit fonctionner, sur comment il doit s'organiser. Mais on sait qu'on est un petit peu dans le techno. On sait que le commerçant, il n'a pas forcément beaucoup de temps. Des fois, il est assez obtus. Et donc, plutôt qu'il fasse un mauvais choix, ce petit guide a été créé à destination et avec les commerçants afin de faciliter un petit peu
comment il doit organiser son commerce et qu'est-ce que c'est qu'une bonne devanture. Ensuite, autre élément sur lequel la ville doit intervenir sur l'organisation de son activité commerciale, c'est bien évidemment sur l'immobilier. Et là, on voit que ces dernières années, un certain nombre de choses vont dans le bon sens. Je pense par exemple donc, à l'ORT qui nous permet de systématiser le droit de préemption commerciale, donc outil assez intéressant d'une certaine façon. Mais ce n'est pas une fin en soi. Cet outil-là, il est là pour développer une stratégie qui doit être posée sur comment on souhaite reconquérir, entre guillemets, l'immobilier commercial du centre-ville. On a une multitude de petites cellules qui n'ont pas fait de frais depuis un certain nombre d'années, vieillissantes, plutôt aux normes d'accessibilité thermique, etc. Et demain, on sait que si vous devez faire venir une locomotive qui demande 300-400 mètres carrés dans le centre-ville de Mantes, vous n'avez pas la place. Et ça, le centre-ville en a besoin. Qu'on le veuille ou non, toute centralité commerciale qui fonctionne bien ont des locomotives. Et actuellement, c'est un peu le souci donc, sur notre secteur numéro 1, c'est qu'on n'a pas l'espace pour accueillir, entre guillemets, cette locomotive. Donc, une foncière est en cours de développement avec la Banque des Territoires, avec la CCI, avec aussi les services de l'État et un pool d'acteurs, entre guillemets, investisseurs. Et ils développeront, entre guillemets, un petit peu la stratégie qui a été fixée pendant ces 18 mois, comme je vous disais, avec la CU, avec l'ensemble de ses partenaires, qui permettra demain de clarifier, entre guillemets, si vous voulez développer un business à Mantes, vous allez pouvoir avoir, entre guillemets, l'outil qui vous aidera à construire, entre guillemets, ce projet. On le voit aussi un petit peu dans la slide suivante, il y a aussi l'immobilier commercial et à mettre en lien aussi avec l'animation. Donc, j'ai parlé un peu de manifestations culturelles festives, de marketing territorial d'une certaine façon, mais aussi d'innovation commerciale, on en a un petit peu parlé. Donc, on a la boutique à laisser, donc c'est parfait. On va laisser, entre guillemets, Initiative Salivnin, le BGE et tout cet écosystème présenter leurs produits. On a décidé de le mettre aussi en place à Mantes-la-Jolie, dans l'idée aussi de pouvoir aider les commerçants à prendre des risques. Et c'est là où la foncière, où la SEM est assez intéressante, c'est qu'on va systématiser des appels à projets innovants sur les cellules qu'on va maîtriser et on va indexer le loyer sur le chiffre d'affaires. Ce qui permet, entre guillemets, aux commerçants d'avoir plus de flexibilité dans ces investissements et aussi pouvoir prendre plus de risques. C'est une commande politique forte, c'est un projet qui est piloté directement avec l'adjointe au commerce et elle y croit dur comme fer et on doit, entre guillemets, réussir à trouver l'organisation opérationnelle pour mettre le commerçant du point de vue innovant dans les meilleures dispositions possibles. Toujours dans l'animation et dans l'idée de faire battre le cœur, puisque comme je vous l'ai dit, un centre-ville qui fonctionne, c'est un centre-ville qui a, on va dire, qui a une vie, qui a une âme, et l'idée est un peu de mixer les deux. Au mois de septembre, on va avoir une opération qui s'appelle Mon centre-ville, un incroyable commerce, qui fonctionne d'une certaine manière comme le show télévisé Un incroyable talent. C'est pendant quelques jours, on va mettre dans des conditions réelles des porteurs de projets tester leur commerce et il y aura un ou des gagnants et ils gagneront, entre guillemets, des franchises de loyer, des aides de la ville, un accompagnement par la CCI, un accompagnement par les banques qui joueront le jeu pour prêter de l'argent à des taux réduits, voire des taux zéro. Et encore une fois, un écosystème d'acteurs se mobilise autour de ce projet-là, la Banque des Territoires, la CCI, Initiative Salivnin, et aussi la CUGPSO, puisqu'on ont intervenu dans la réunion de lancement. Mais on voit bien qu'on mixe, entre guillemets, activité commerciale, mais aussi activité ludique, dans cette idée de proposer un service au Mantais qui diffère complètement de ce qu'il peut rechercher quand il va consommer en grande surface extérieure. Il y a vraiment cette idée un peu de logique de shopping récréatif. Et tout l'écosystème du centre-ville se met au service de cette volonté sur les espaces publics, sur l'offre culturelle, sur l'habitat ou sur la mobilité. Voilà, j'ai essayé de faire assez court pour discuter si vous avez des questions. Évitez aussi de faire quelque chose de trop techno. Si je dois synthétiser vraiment notre action, c'est une action coordonnée où on active l'ensemble des composantes d'un centre-ville, de l'habitat, des espaces publics, du commerce, sur un même endroit, dans un cadre fixé par la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, qui assure, entre guillemets, la sécurité stratégique des investissements
et ensuite tout un pool d'acteurs nationaux ou locaux qui participent au développement du projet. Ce n'est pas le projet, entre guillemets, de Mantes-la-Jolie, c'est vraiment le projet tout un écosystème d'acteurs qui visent un seul objectif, c'est-à-dire redynamiser le cœur de ville. Voilà. Merci Alexandre, bravo de tous ces stimuli qui illustrent pas mal de choses qui avaient été dites auparavant, et en particulier le fait de bien veiller à entendre et emmener les villes dans la stratégie communautaire, puisqu'on voit à quel point effectivement la ville elle-même est quand même l'acteur commercial numéro 1, et c'est bien de le rappeler depuis un millénaire, quoi, finalement, et non pas depuis 20 ans, ou je ne sais, c'est pas une histoire de décentralisation, c'est de l'histoire avec un grand H. Bon, c'est très bien, il y aura certainement beaucoup de réactions. Je propose qu'on écoute quand même Monsieur Pagot, parce que les deux sujets vont être très proches, et puis qu'on réserve le moment de débat. Oui, sauf si. On va passer à Monsieur Turing, qui devra nous quitter un peu plus tôt que prévu. Donc, si on peut le laisser présenter les grandes tendances de l'immobilier commercial. Donc, on reviendra après plutôt sur la question de la proximité avec les managers de centre-ville. Donc, Monsieur Turing. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Parfait. Bon, bonjour à tous. Oui, excusez-moi, effectivement, j'étais a priori prévu dans la partie 1, et donc effectivement j'ai un rendez-vous qui suit, donc merci de me laisser un petit peu de temps. On m'a dit que j'avais environ une dizaine de minutes pour vous parler. Merci pour votre invitation. Donc moi je suis délégué général du Conseil national des centres commerciaux. Donc contrairement à ce que son nom indique, notre fédération comprend les centres commerciaux, mais également les retail parks, les villages de marque comme on les appelle aujourd'hui, et puis également le commerce organisé en pied d'immeuble. Sans vous asséner trop de chiffres, les centres commerciaux, c'est environ 525 000 emplois en France et à peu près 800 centres commerciaux, et donc 5% du PIB, donc une activité assez importante. Je trouve d'ailleurs que ça a été peut-être l'un des bénéfices de la crise sanitaire, si j'ose dire, c'est que les élus, je ne parle pas des élus locaux bien entendu, mais les élus nationaux se sont peut-être rendus mieux compte de l'importance du commerce en général, à la faveur ou à la défaveur de cette crise, de son rôle économique, bien entendu, là on est en plein dans le sujet, mais également de son rôle social, qui je crois est important. Ces confinements successifs ont montré à quel point le lien social était une chose importante pour nos concitoyens, et qui peut mieux que les commerces assurer ce rôle. Donc je trouve que de ce point de vue-là, la crise a été bénéfique, il faut essayer d'en tirer quelques bénéfices. Après, la seconde chose que je voulais dire, mais ça rejoint les exposés précédents, c'est que bien entendu le commerce il est pluriel. Je crois qu'il faut éviter d'opposer les différentes formes de commerce. Le consommateur est par essence lui aussi pluriel et protéiforme. Je voudrais, si vous permettez, donner mon exemple personnel, non pas par prétention, mais il se trouve que je connais bien votre territoire, puisque mes beaux-parents avaient une maison de campagne dans le Vexin, à Oinville-sur-Moncian, dont ma femme et son frère ont hérité et où on se rend assez souvent. Et si je prends mon exemple personnel, je voulais vous montrer à quel point un consommateur peut être pluriel. Nous allons aussi bien à la boulangerie de Oinville-sur-Moncian, sans faire de publicité, qui est une excellente boulangerie, qui fait partie d'un petit centre commercial de proximité. On se rend également en circuit court dans une ferme qui se trouve à Breuil, juste à côté de Oinville, qui vend donc des produits qu'elle produit elle-même. Il nous arrive pour l'alimentaire d'aller chez Casino à Melun ou chez Lidl pour avoir des prix attractifs, pour des paniers plus conséquents d'aller au Carrefour de Flins, et puis ensuite pour des consommations non alimentaires, d'aller aussi bien au Décathlon ou au Leroy Merlin de Buchelet, ou plus récemment aux Maisons du Monde qui a ouvert donc dans ce nouveau retail park, sans parler du Jardiland pour le jardin, puisqu'effectivement c'est une région où l'on jardine et où je jardine beaucoup, donc le Jardiland de Flins. Donc pour vous montrer que, voilà, je crois qu'il faut éviter d'opposer les différentes formes de commerce. Nous avons aussi bien une consommation de proximité qu'une proximité sur les gros pôles périphériques de votre territoire que vous avez cité. De même, je crois qu'il faut éviter, je l'ai entendu dire, d'opposer commerce digital et commerce physique. Je crois que c'est une hypothèse qui fait partie du passé. Aujourd'hui,
consommateurs comme commerçants sont résolument devenus omnicanal. Il n'y a pas d'opposition entre les deux, il y a une complémentarité pour répondre d'ailleurs à un besoin du consommateur qui lui-même, une fois de plus, est pluriel et réclame de pouvoir consommer aussi bien en ligne qu'en magasin. Et je pense d'ailleurs que les magasins physiques et les centres commerciaux ont un rôle primordial à jouer dans le développement de ce commerce en ligne. Alors, on n'est pas tout à fait au niveau des pourcentages, Madame la maire, que vous avez cité, peut-être que ça comprend le B2B. Aujourd'hui, le commerce en ligne, commerce donc en B2C, hein, donc aux consommateurs, c'est environ 10-12% du commerce de détail en France. Alors, c'est beaucoup et à la fois, c'est pas beaucoup. Je dirais que c'est inversement proportionnel à l'espace qui consacre les médias. Ça veut dire qu'il y a encore 90% du commerce en France qui se fait en commerce physique. Et puis, comme je le disais, je pense que les commerces physiques ont tout à fait leur place dans ce commerce en ligne. Comme vous le savez, le gros problème du commerce en ligne, c'est le dernier kilomètre et le coût qui est associé. Non seulement le coût physique, mais également le coût environnemental. Et de ce point de vue-là, quand on y réfléchit bien, les centres commerciaux, c'est le premier réseau de logistique de proximité en France. Nous avons calculé que 80% de la population française a un centre commercial à moins d'un quart d'heure de chez elle, où elle peut récupérer les produits qu'elle a commandés en click and collect. Donc voilà, je crois qu'il y a une très grande complémentarité, il fallait le soulever. Et puis sur les tendances plus générales, puisque c'est un petit peu l'objet de l'intervention qui m'a été demandée, je dirais qu'elles sont de 4 ordres, et là aussi on les retrouve parfaitement dans votre territoire. On peut regrouper à travers quatre expressions, c'est urbanité, durabilité, multifonctionnalité et omnicanalité. Bon, urbanité, c'est évident, je veux dire, on n'est plus du tout à l'époque de l'étalement urbain, même si d'ailleurs on accuse à tort le commerce d'avoir artificialisé les sols. Pour votre information, depuis 10 ans, source ministère de l'Agriculture, les commerces, toutes surfaces confondues, pas simplement les centres commerciaux, c'est 4% de l'artificialisation des sols. Donc on trouve qu'on est assez stigmatisé, notamment au travers de cette loi climat qui est en discussion aujourd'hui à l'Assemblée, où effectivement on a décidé, enfin le gouvernement et les parlementaires vont sans doute décider de geler le développement des surfaces commerciales qui pourraient artificialiser des sols. Bon, c'est sans doute excessif parce que c'est loin d'être le secteur qui artificialise le plus les sols, et d'autre part on regrette que cette mesure ne porte pas sur les entrepôts logistiques, notamment les entrepôts logistiques d'Amazon, qui font finalement le même métier que les centres commerciaux. Donc voilà, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans un contexte d'étalement urbain, je crois que tout le monde l'a bien compris, et c'est assez logique. Par ailleurs, ces centres commerciaux qui sont créés dans les années 70-80, je parle des centres commerciaux périphériques, ils ont en général été rattrapés par la ville, donc aujourd'hui, ils sont dans un tissu urbain, et on n'est plus du tout dans le concept de la boîte introvertie, surtout sans lumière naturelle, concept hérité des États-Unis dans les années 60-70. Aujourd'hui, les centres commerciaux qui se conçoivent sont des centres qui doivent être en parfaite porosité avec leur environnement. La deuxième notion, c'est la durabilité. Bon, là, je ne vais pas insister. Là aussi, c'est assez clair. Hein, la filière s'inscrit parfaitement dans cette transition écologique. Je dirais même qu'elle est parfois même plus vertueuse que la réglementation ne l'impose, avec parfois là aussi une réglementation qui est contre-intuitive parfois et contre-productive. Je pense par exemple à l'imperméabilisation des sols. Il est beaucoup plus vertueux en termes écologiques d'imperméabiliser un parking et de récupérer les eaux usées et de les traiter que de laisser les déchets de carburant pénétrer dans le sol. Voilà un exemple un petit peu contre-intuitif et contre-productif de la réglementation française. Bon, cela dit, évidemment, on s'inscrit très résolument dans le cadre de cette durabilité, et ça touche un autre phénomène qu'on retrouve dans votre territoire, qui est celui des friches, dont s'occupe de plus en plus à juste titre le gouvernement, qu'elles soient industrielles, portuaires ou voire commerciales. Nous avons estimé qu'il y a environ en France 6 millions de mètres carrés de zones commerciales qui sont un peu en déshérence ou très vieillissantes, et donc il conviendrait de réhabiliter pour effectivement requalifier ces entrées de ville qui ont souvent été salies dans les années 70-80 par des développements anarchiques de boîtes commerciales, comme on les appelle, de boîtes à chaussures. Troisième donc notion, c'est la multifonctionnalité qui rejoint d'ailleurs l'urbanité. Je
crois qu'aujourd'hui, l'expression centre commercial même est plus adaptée. D'ailleurs, on envisage de changer de nom au Conseil national des centres commerciaux, puisqu'aujourd'hui, le commerce il s'inscrit en général dans des projets multifonctionnels. C'est un peu, les économistes et les sociologues le savent, la notion de la ville du quart d'heure, hein, chère à Carlos Moreno, où effectivement, dans un quart d'heure de distance de son domicile, on pourra à la fois vivre, travailler, faire des activités de shopping, de sport ou des activités culturelles. Donc je crois qu'aujourd'hui, la tendance très nette des développements commerciaux qui se font, ce sont donc des objets multifonctionnels où on retrouve bien entendu du retail, mais également du logement, du coworking et d'autres activités de service. Et ce qui est intéressant, c'est que on voit apparaître des acteurs qui sont capables d'intégrer à la fois conceptuellement et fonctionnellement ces différentes fonctions. Ce qui est important, alors qu'auparavant on avait tendance à les juxtaposer sans les concevoir et les faire fonctionner de façon très cohérente. Et puis, dernier point, c'est l'omnicanalité, j'en ai déjà parlé. Ça également, c'est une tendance très lourde. Par pitié, arrêtons d'opposer le commerce digital et le commerce physique. Ils sont complémentaires. Cela dit, le commerce physique garde bien entendu des atouts considérables. Nos amis de la FEVAD, qui représentent le commerce digital, ont publié récemment leur rapport annuel et ils ont mis en couverture, ce qui est à mon avis est une erreur de communication, une jeune femme souriante, seule, allongée sur un canapé, une carte de crédit à la main et son PC sur les genoux. Ça n'est pas notre vision du commerce. Et ça doit être la vision du commerce demain. Je pense que le commerce sera très triste pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Donc voilà, je voudrais terminer par citer une expression de vieux français que vous connaissez sans doute. On disait, il y a un siècle, être de bon commerce. C'est une expression qui a été passée dans le langage courant. Et être de bon commerce, ça voulait dire être dans l'empathie, dans le dialogue, dans la relation humaine. Et donc, on pense que ce commerce, il reste, et ce commerce physique, il reste essentiel pour l'animation des territoires. Moi, quand j'étais jeune, mon père travaillant, construisant des usines dans les pays d'Europe centrale qui à l'époque étaient sous joug soviétique, on a vu ces centres-villes de Prague, de Varsovie et d'autres villes qui étaient démunies de commerce, qui les avaient désertées. C'était des villes quasi mortes. Et je pense qu'effectivement, c'est important de contribuer à cette requalification du commerce. Dernière expérience personnelle, à côté de Boinville-sur-Montsion, il y a la ville de Meulan. Je regrette d'avoir vu cette ville de Meulan et ses commerces de centre-ville dépérir les uns après les autres, remplacés par des commerces pas toujours de très bonne qualité ou par des agences bancaires et des assurances. Et c'est vrai que le commerce, ça fait partie de la vie et il est important de le préserver dans tous les territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Turing. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir? Non, ça va. Alors, comment fait-on? Parce que du coup, on est passé sur la partie 2. Peut-être que au-delà des parties, c'est peut-être intéressant d'avoir ces grandes tendances nationales parce que ça répond à pas mal des questions qu'on a pu soulever sur les mises de départ mises par les services, sur le devenir du commerce, l'impact de la crise, l'impact du e-commerce sur une nouvelle façon de consommer. Et surtout sur cet équilibre, effectivement, entre commerce de périphérie et commerce de proximité, où, d'après ce que vous dites, oui, il est nécessaire de ne pas les opposer, mais il y a une complémentarité d'offres et une complémentarité de façon de consommer aussi. Sur ce, Martin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour rebondir sur cette intervention, peut-être passer sur la question des managers de centre-ville et avoir aussi leur point de vue. Donc, Monsieur Pagot, si vous êtes connecté. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Très bien, bonjour. Bonjour, merci de me donner la parole et de m'avoir... Leur donner la parole, parce que là, ça ne va pas. Vous avez éteint votre micro, c'est pas bon.
Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Bonjour à tous et merci de votre invitation de me donner la parole. Je vais un petit peu vous décrire mon rôle et mon employeur. Donc, mon employeur reste la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles, qui me met à disposition de la ville d'Achères en tant que manager de centre-ville et 2 jours par semaine. Et le reste du temps, je suis notamment sur la ville de Mantes-la-Jolie en tant que digital manager. Cette mission a commencé notamment depuis janvier, donc j'interagis avec notamment la manager de ville Margot Pemzek et avec Alexandre Sass sur les questions du digital auprès du commerce de proximité. Et le reste du temps, j'interviens sur différentes missions auprès des commerçants des Yvelines qui en font la demande. Alors mon constat sur la ville d'Achères en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, on a un problème d'attractivité pour attirer de nouveaux commerçants, pour diversifier l'offre, l'offre commerciale, bien sûr. Et le constat qui a été fait, notamment à travers des chiffres sur la partie alimentaire, 65%, je crois, pour l'année 2017, est toujours aussi parlante aujourd'hui en 2021. Et l'offre de services reste également la deuxième partie de l'offre commerciale sur Achères. La difficulté aujourd'hui, c'est que sur Achères, pour attirer de nouveaux commerçants, il faut avoir bien sûr une topographie attractive. Et la particularité, c'est que sur Achères, c'est que le patrimoine n'est pas forcément valorisé ou valorisant. Donc, et on a une autre problématique aujourd'hui, c'est que la majeure partie des locaux vacants ou des locaux appartiennent à des bailleurs, des particuliers, donc ce qui fait que, grosso modo, on n'a que très peu la main mise. Et en contrepartie, le commerçant indépendant est indépendant. Il n'aime pas trop, sur Achères, interagir avec que ce soit la municipalité, comme s'associer et donc créer une association de commerçants notamment, et donc ce qui fait qu'on a d'autant plus de difficultés pour créer une synergie simplement d'un point de vue local. Et donc, ce qui pose des problèmes, notamment pour créer une animation commerciale commune et aussi pour les aider à se développer sur le digital. Aujourd'hui, ça fait maintenant 2 ans que j'interviens sur la ville d'Achères. Et le constat que je fais, c'est que malgré tout, sur le digital, ils ont du mal à se développer. A contrario, concernant la ville de Mantes, ils y sont beaucoup plus sensibles. Et je pense que, grosso modo, l'association y joue un rôle puisqu'il reste une vitrine. L'association, bien sûr, des commerçants de Mantes-la-Jolie. Et ce que j'essaye, je m'efforce à dire auprès des commerçants tous les jours, c'est que, il a été un petit peu dit, c'est qu'il faut concilier le digital et la vente physique. Le mot le plus à la mode et très utilisé, ça reste le digital. Mais l'évolution et la progression d'un commerçant sur les outils du numérique reste très modeste. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que eux, ils se positionnent en opposition avec le commerce des centres commerciaux, pardon. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'interaction et la synergie ne se fait pas du tout. En tout cas, sur la ville d'Achères, principalement. Donc, voilà un petit peu le constat que je fais sur Achères. Malgré le fait que ça fasse 2 ans, je pensais que les choses allaient évoluer plus rapidement. Mais malheureusement, sur Achères, la progression est on va dire, patiente, on va dire. Merci, Monsieur Pagot. Merci de votre sincérité. C'est bien aussi qu'on ait des témoignages, je veux dire, qui mettent un peu les pieds dans le plat, c'est-à-dire qui parlent des difficultés de l'action publique, puis aussi de l'état de difficulté des territoires eux-mêmes. Et ce qu'on peut sans doute dire, c'est que la centralité d'Achères a plus de mal à être fière d'elle-même, on va dire, que la centralité de Mantes, où il y a sans doute un peu plus d'envie collective que ce que vous semblez décrire à Achères, que vous connaissez bien. Ma foi, il faut travailler dans le réel, hein, et donc il faut entendre ce que vous venez de nous raconter
y compris dans les contradictions que ça apporte à l'intervention précédente. Donc, c'est là qu'il y a le boulot du politique, ça c'est sûr. Alors, bon, je te repose la question, Mathieu. Soit on écoute la dernière, enfin, je te renvoie, c'est la question que tu m'as posée tout à l'heure, je ne te la repose pas, mais je te la renvoie. Soit on écoute la dernière intervention et puis on débat tous ensemble. Il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai pris des notes, je peux lancer différentes pistes. Soit tu estimes qu'elle est décrochée, tu la connais mieux. Moi, je serais plutôt partisan qu'on termine d'écouter toutes les entrées possibles, parce qu'elle est originale aussi, et puis elle sera celle d'un acteur économique, associatif, mais quand même. Que décides-tu? Et à la, Oui, Martin, d'existence, en fin de compte. Ça vient tout juste de commencer. Donc on finit le dernier témoignage, c'est très bien, puis après on se prend un temps d'échange et de débat avec les élus et puis les participants de la réunion. Donc, la dernière personne, du coup, a nous proposé un éclairage sur une expérience. C'est la boutique à l'essai. Ce sera Agathe Grosbois, chef de projet boutique à l'essai, initiative Seine-et-Yvelines. Madame Grosbois, si vous êtes connectée, vous Je suis là. Je suis là, vous m'entendez? Oui, absolument. Eh bien, super. Déjà, bonjour à tous et merci de nous recevoir. Donc, on est ravis de vous présenter le concept des boutiques à l'essai qui va répondre, je pense, à pas mal de problématiques que vous avez soulignées depuis tout à l'heure. Donc, je ne sais pas si vous avez notre petit PowerPoint qu'on vous a fait passer ou si vous voulez que je partage mon écran. Je ne sais pas. Vous n'avez pas? Ah. Non, je ne l'ai pas. Je veux bien que vous partagiez votre écran. Alors, je vais essayer. C'est non. Je vais le faire. Ouais. Si, c'est là. Ça y est. Ouais, j'y arrive pas. Je crois que j'ai pas la main. Bon, c'est pas grave, on va faire ça sera plus rare. Alors, juste le temps qu'on vous mette le support de présentation, Katia Miroshnichenko va poser une question. Pas pour meubler, mais j'avais une question à M. Pagot. Vous avez clairement, en effet, mis en évidence les difficultés de terrain, comme l'a dit donc notre animateur. Vous avez évoqué le rôle des associations de commerçants, qui créent du collectif. Nous, en tout cas, dans justement la complémentarité entre les dynamiques soutenues par les communes et puis le rôle de la communauté urbaine, en tout cas on pense que c'est un élément essentiel. D'ailleurs même les associations de commerçants sur les grandes enseignes, sur les polarités commerciales de périphérie, ça peut aussi jouer un rôle très très important d'interface, plutôt que d'avoir beaucoup de demandes éparses. Voilà, le fait d'avoir une association qui est l'interlocuteur unique, en tout cas, ça permet de Donc je voulais vous demander, est-ce que pour vous c'est un des points clés, en tout cas, c'est pas le seul, mais vraiment le rôle de ces associations de commerçants. Et quel rôle vous pensez les communes et la communauté urbaine peuvent jouer peut-être pour faciliter la création, la redynamisation de ces associations de commerçants? Le problème sur HR, c'est que, comment dire, la difficulté, c'est de les impliquer. C'est ça qui, à un moment donné, le résultat que je fais, c'était ma première mission que moi, je m'étais un peu imposée sur HR. On m'a dit, mais tu fais face à une antériorité qui est trop profonde. Je vais parler uniquement sur HR et je pense que le constat aussi un petit peu, je dirais peut-être que national, mais chacun veut faire son petit bout de chemin sans être dérangé par une quelconque intervention. Vous nous dites clairement que les intérêts individuels priment sur peut-être quelques points d'intérêt collectif, parce que c'est ça, quand exactement, le principe d'une association, c'est qu'il faut retrouver, il faut dépasser les intérêts, je veux dire, individuels, et votre analyse, c'est de dire que sur peut-être des commerçants comme sur la commune d'Achères, vous avez du mal à identifier ces sujets un peu communs qui dépassent bien sûr le sujet de faire rentrer du chiffre d'affaires pour chaque commerçant, qui est la fonction première comme toute entreprise.
c'est plusieurs raisons aussi à cela. C'est l'implication, ils vont trouver une bonne ou une mauvaise excuse à un moment donné à se dire est-ce que j'ai le temps de le faire? Certains commerçants que je côtoie à Mantes s'investissent, donc je me dis que c'est parfaitement faisable. Et puis après, c'est comment dire, un nouveau commerçant qui s'est implanté, qui ne s'est pas présenté en bonne et due forme. Donc, ce qui fait que ça les oppose et il n'y a pas de volonté à faire le premier pas. Donc, on joue les médiateurs alors que je ne pense pas que ce soit le rôle d'un manager de ville. Alors, peut-être, je ne sais pas si Mantes, Alexandre, ça, on passe à… On a la manager de centre-ville de Mantes-la-Jolie, Marion Pérez-Lisec, qui peut peut-être… Voilà, parce qu'à l'AMF, sûrement, il y a cette association, donc peut-être intéressant sur les… Bonjour à tous. Qu'est-ce qui fait que sur Mantes-la-Jolie, cette association des commerçants a pu se constituer? Quels sont les facteurs clés de réussite, en fait? Je pense que le facteur numéro 1, c'est vraiment de communiquer un maximum, de les placer aussi dans les bonnes dispositions en les mettant en amont des projets et vraiment de les faire participer à tous les dispositifs qu'on met en place parce que ça les fédère et puis ça leur permet de se sentir investis et eux-mêmes ensuite au sein de l'association peuvent en parler de la meilleure manière possible et convaincre davantage de commerçants. Ce qu'on a mis en place aussi, c'est qu'on est le relais à l'Office du commerce. On est le relais de l'association des commerçants. Donc, par exemple, comme on va être un guichet unique, on va pouvoir conseiller à chaque arrivant de s'inscrire à l'association, d'être informé des différentes animations qui vont être mises en place. Donc, ça permet de toucher un maximum de commerçants et d'éviter les frictions, comme le disait Marc-Antoine, puisqu'il peut y en avoir. Mais je dirais que oui, la clé, c'est vraiment de communiquer avec eux et de les investir et de leur donner des clés et des responsabilités dans ce qui est fait pour qu'ils se donnent vraiment un maximum. Je peux poser une question. L'association des commerçants de Mantes, elle est indépendante? Oui, c'est une association. Donc, et combien de commerçants sont inscrits dans cette association? Alors, par rapport au pourcentage, bien sûr. Elle se prénomme Association Cœur de Mantes. Elle est dirigée par le président qui est Arnaud Léonard, qui est arrivé il y a 2 ans, donc c'est assez récent pour ce président. Et elle est composée seulement d'une 40aine de commerçants sur un centre-ville de environ 400 cellules. Donc ça représente seulement 10% du commerce local. C'est pour ça aussi qu'à l'Office du commerce, on veut être le relais de cette association et pousser un maximum de nouveaux arrivants à passer le pas ou même à des commerçants déjà installés qui n'auraient pas connaissance des actions qui sont mises en place par l'association des commerçants. Une grosse engueulade pendant le Covid. Merci beaucoup. Avant de poursuivre ces discussions, je propose qu'on écoute Madame Grandbois sur ma boutique à l'essai. Alors, Madame Grandbois qui se reconnecte. Elle est en dessous là. Alors, elle est là, mais attends, il faut que je la remette en présentateur. Ça y est. Madame Grandbois, vous nous entendez? Elle est informaticien. Alors attention, votre micro qui est coupé. Ah, vous m'entendez? Oui. Oui, je suis désolée, ça a coupé complètement. Tout s'est éteint. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, donc, écoutez, je vais vous présenter du coup le concept des boutiques à l'essai. Donc voilà, donc nous on a rejoint Initiative Seine-Yvelines, on a rejoint l'opération Ma boutique à l'essai qui a été faite par la Fédération des boutiques à l'essai il y a quelques temps. On a lancé notre première boutique à l'essai sur Mantes-la-Jolie, donc là très récemment, et on aura notre prochaine sur Vernouillet. Donc, le constat, il a été très simple. Donc, c'est sur la diapositive d'après. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que, effectivement, il y a une désertification dans les centres-bourgs et dans les commerces, dans les centres-villes. Et du coup, nous, notre objectif, c'est de venir relancer l'attractivité dans les communes sous plusieurs angles. Donc, l'action, elle est assez simple dans le constat. Si vous pouvez passer sur la slide d'après. En fait, on va permettre à un porteur de projet de tester son idée de commerce dans un local vacant.
pendant 6 mois renouvelables une fois, et l'objectif de ce porteur de projet va être de transformer l'essai. Donc en fait, une fois que cette opération sera terminée, donc on va être dans un premier temps sur un bail dérogatoire. Ensuite, le but, c'est qu'il passe sur un bail 369. Donc vraiment, c'est de l'appui, de l'accompagnement et du test sous un petit concours en fait au niveau de la mise en place. Donc ce concept, il se découle en 4 parties. Donc, slide d'après, vous avez la boutique à l'essai, donc vraiment pour les centres-villes. Vous avez aussi ma boutique, mon quartier, pour tout ce qui est voilà, relancer les quartiers prioritaires ou autres des villes. Vous avez mon commerce, mon village, que je vais plus vous détailler tout à l'heure, et depuis peu, mon resto à l'essai. Et nous, actuellement, Initiative Seine-Yvelines, on travaille aussi avec la fédération pour lancer les péniches à l'essai et redynamiser les berges de Seine. Donc voilà, dans nos actions actuelles, on va dire, sur le commerce. Donc, je vais vous présenter donc, le concept en milieu rural, donc mon commerce, mon village. Vous pouvez passer sur 2 slides après. On va faire assez vite. Voilà, donc ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a une forte baisse d'attractivité. Du coup, pour les personnes habitant en milieu rural, une perte de lien social et du coup des déplacements plus importants pour eux. Donc l'objectif, c'est vraiment d'aller réaider ce lien social et cette proximité et de relancer ce système-là. Slide d'après, on a voulu également du coup se renseigner sur les nouveaux habitants, ce qui est venu rechercher. Et effectivement, dans les 3 actions les plus importantes, il y a à la fois Internet, qui est primordial aujourd'hui, les écoles, mais aussi du coup les commerces. Donc, il y a vraiment un vrai besoin dans les villages de ces commerces qui disparaissent. Je vous laisse passer sur celle d'après. Donc, la réalité, elle est simple. Donc, les personnes âgées et les travailleurs locaux sont les principaux clients. Pourquoi? Parce que ils ont c'est très simple pour eux d'y avoir accès. Ils aiment bien rencontrer du monde, donc ça maintient leur relation et leur indépendance. En revanche, ils vont faire des petits achats. Ils veulent plus de services et ça ne suffit pas à faire vivre ce commerce. Du coup, les commerçants de village vont compter aussi sur les actifs qui, eux, sont intéressés parce qu'ils aiment le commerce de proximité. En revanche, on s'aperçoit qu'ils consomment surtout le week-end. Et du coup, en semaine, ils vont être plus près de leur lieu de travail pour aller faire leurs achats. Donc, en fait, il faut vraiment travailler sur ces acteurs-là pour permettre à un commerçant de village de sentir une attractivité maximale et du coup avoir un chiffre d'affaires qui sera bénéfique. Je vous laisse changer. Donc les situations. Ne vous inquiétez pas, les slides arrivent. D'accord. Oui, il n'y a pas de souci. La situation pour les commerçants, donc elle est assez, c'est pas très positif, on va dire, actuellement, et c'est pour ça que nous, on veut relancer ça, même si aujourd'hui, on se rend compte, grâce à la crise du Covid, qu'on revient au commerce de proximité et qu'on a de plus en plus besoin de revenir sur ces acteurs-là. Donc, on s'aperçoit qu'il y a une faible rémunération pour les commerçants, une baisse de morale, des stocks qui tournent peu. Ils sont à la fois très isolés, ils ont besoin des fois d'aménager leur temps horaire sur des temps très larges et les clients qui disparaissent au fur et à mesure. Je laisse passer à la slide d'après. Donc notre objectif, il va être simple, c'est maintenir le ou les derniers commerces. Donc dans les communes de moins de 2000 habitants pour le projet Mon Commerce, Mon Village. Et du coup, pour relancer les commerces de proximité, métiers de bouche, multiservices. On passe à la slide d'après. Donc, nos fondamentaux sont simples. On va aider les collectivités déjà à orienter le projet, à trouver le local vacant sur lequel on pourra travailler. Ensuite, nous, on va faire un travail en fait avec le propriétaire
pour expliquer l'action et surtout travailler sur les loyers pour le faire baisser le temps de l'opération. Pour le commerçant, en fait, donc, on fait un appel à projet qui est fortement médiatisé. Durant ce temps-là, en fait, on va les aider à monter leur projet. On fait un comité de sélection sur lequel on va analyser tout l'aspect financier. Et ensuite, on va mettre en place aussi un accompagnement durant tout le temps du projet. Donc, c'est-à-dire pendant 6 mois, 1 an, la personne ne sera jamais seule, elle sera accompagnée avec des appuis techniques, un parrainage et l'intégration au village. Plus toute la communication qui se porte autour de l'opération et du coup aussi sur le lancement de ce nouveau commerçant. Donc, c'est vraiment un point bénéfique à la fois pour le commerçant qui s'implante, mais aussi pour la collectivité qui porte l'opération avec nous. Si vous voulez bien passer. Donc, nos forces, elles sont simples. La première, se mobiliser pour renforcer les liens sociaux dans les communes et redonner du goût à venir dans les milieux ruraux, réinstaller la vie et du coup des personnes qui s'installent, qui font des enfants et du coup qui vont aussi générer une plus-value pour ces collectivités. Et trouver des commerçants de qualité, parce que vous savez bien que chez Initiative Seine-Yvelines, notre cœur de métier, c'est le financement et du coup l'accompagnement aux porteurs de projets. Donc, on est là vraiment pour renforcer cette activité de manière à ce que ça soit pérenne. Allez-y, on tourne. Donc, pour la mise en place, vous pouvez tourner. Je ne sais pas si ça marche. Donc, pour la mise en place, donc, on s'occupe de tout. La collectivité a juste à nous solutionner, enfin, nous appeler et nous, après, on intervient. Donc, il y a plusieurs villes sur le territoire qui se sont manifestées avec lesquelles on travaille actuellement. Donc, il faut à peu près 6 mois pour mettre en place une opération. Donc, le temps de sélectionner le local, de travailler avec les partenaires, puis le lancement de l'appel à candidature jusqu'à l'ouverture du commerce avec 2 temps forts, la conférence de presse au lancement de l'appel à candidature, ce que vous avez dû voir là dans la presse récemment, vu que samedi dernier, on faisait l'ouverture de Mantes-la-Jolie. Et enfin, une dernière conférence de presse qui se fait au moment de l'ouverture du commerce. Je vous laisse passer. Donc voilà les grandes étapes, je vous ai remis les grandes étapes importantes pour réussir. Donc un local avec un bon emplacement, peu de travaux, une superficie entre 50 et 60 mètres carrés et un propriétaire impliqué. C'est vraiment important parce que on se rend compte qu'ils sont des acteurs vraiment principaux pour nous. Donc souvent on leur demande même d'être là au comité. Un porteur de projet qui va être accompagné avec un projet pertinent, motivé et ambitieux qui donnera du goût à la commune. Un réseau de partenaires locaux. L'avantage de ce comité, c'est qu'on travaille à la fois avec nos membres, les membres d'Initiative Seine-Yvelines, donc experts comptables, avocats, les banques, etc., mais aussi avec les élus, parce qu'il y a 2 manières de voir ces projets qui arrivent, à la fois pour nous de façon à pérenniser l'opération, mais aussi pour la ville, pour savoir quel type de projet elle veut, qu'est-ce que les habitants ont besoin en fait pour cette ville. Donc c'est très important qu'on travaille ensemble, main dans la main, pour ces opérations-là. Et du coup, donc c'est un réseau national, donc on a la chance d'être appuyé par une opération qui fonctionne et qui aujourd'hui compte 130 boutiques sur toute la France. Avec un taux de réussite de 80%, c'est important aussi à dire. Donc voilà, donc les boutiques perdurent. Voilà. Donc voilà pour notre petite implication, mais qui est très sympa et qui redonne un peu le sourire et qui mobilise beaucoup d'acteurs. Donc, si vous êtes intéressés, si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. Merci à vous, Agathe Grosbois. Merci de ce récit qui est assez différent de ce qu'on peut entendre habituellement, puisqu'il était à l'initiative d'un réseau national. Là, du coup, pendant que vous parliez, je complétais en surfant parce que je ne connaissais pas du tout l'association.
ses origines, ses motivations. Donc effectivement, c'est le genre de choses dont on manque peut-être parfois en France, où très souvent il y a les acteurs publics, mais là, de temps en temps, les initiatives, on va dire, partenariales de ce type-là sont tout à fait salvatrices. Bon, écoutez… Non, mais allez-y. Non, moi, j'ai juste une question. Vous parlez de villages et vous me citez Mantes-la-Jolie, Vernouillès. Pour moi, ce n'est pas des villages. Par contre, moi qui suis maire d'un village, ça m'intéresserait fortement. Et moi, je me suis rendu compte en contactant d'autres associations de ce style que souvent, c'était plutôt des commerces multiservices, parce que ça ressemble plus à de la conciergerie et du commerce que simplement du commerce. Parce qu'on s'aperçoit que nos urbains, parce qu'on les appelle maintenant comme ça, ont autant besoin du teinturier, du serrurier que d'acheter un paquet de pâtes et une plaquette de beurre. En fait, c'est pour ça que nos commerces ne tiennent pas aussi sur nos communes. Et pourtant, moi, je suis une commune de 2200 habitants. Alors, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en fait, on a plusieurs concepts au sein de la fédération. Ils ont plusieurs concepts. L'opération boutique à l'essai, c'est ce qu'on met en place sur Vernouillet et sur Mantes. En revanche, effectivement, avec Mon Commerce, Mon Village, on peut intervenir dans les villages. D'accord? Donc, c'est juste, c'est à peu près le même fonctionnement, mais on travaille différemment, en fait, sur ces deux critères-là. Après, c'est un appel à candidature. Donc, nous, on se laisse vraiment surprendre, entre guillemets, par le type de commerce qui va arriver, et c'est un choix ensemble pour le dernier choix. Donc là, sur Mantes-la-Jolie, le comité va avoir lieu fin juin. On a 6 projets là qui sont bien montés et qui vont être présentés. Et du coup, le travail va se faire avec… je ne vais pas vous dévoiler ce qui va être là parce que voilà, puis surtout que Margot est là et du coup, il ne faut pas qu'elle sache tout. Mais du coup, il y a vraiment de tout, autant de l'habillement que dans le cosmétique, qu'on va avoir des produits dans le développement durable. Enfin voilà. Et après, c'est un travail avec les élus et avec les membres pour choisir le projet qui, pour vous, est le plus périn sur votre commune, en fait. C'est pour ça qu'il y a toute cette campagne de presse qui est mise en place pour aller chercher un maximum de candidatures. Vous aviez une question? Mathieu, je peux intervenir? Bien sûr, bien sûr. Ouais. Non, par rapport à ce dispositif qui me semble intéressant, c'est que ça illustre en effet le fait, je crois que c'est Alexandre qui parlait d'écosystème, c'est-à-dire que là, on a vraiment un dispositif qui mixe à la fois un dispositif national, donc on voit quand même, et je pense qu'aussi c'est ce qui a été exposé par la commune de Mantes-la-Jolie, c'est vrai que quand même les différents dispositifs nationaux, Action Cœur de Ville ou autres, ou même privés, sont quand même des moyens un peu de cristalliser, de soutenir, c'est des outils en tout cas qui jouent des effets d'entraînement. Vous avez parlé aussi de l'animation qui permet un petit peu de cristalliser, d'entraîner cette dynamique. Et donc là aussi, je trouve que dans cette initiative, ce qui est intéressant, c'est le fait que ça soit une initiative conjointe avec les élus. Vraiment, on part de la problématique d'usage des pratiques de commerce, des pratiques de consommation des habitants avec les élus. On a aussi les acteurs économiques et puis Easy qui est un acteur d'interface qu'on connaît bien parce qu'il travaille avec nous aussi sur l'accompagnement des entreprises sur les prêts. Et aussi, on est dans une logique de projet. Là, c'est sorti, c'est-à-dire que le sujet des commerces, c'est bien sûr des sujets de déplacement, des sujets urbains, de foncier, de localisation, de chiffre d'affaires, mais peut-être sur cette question de la revitalisation, le fait de soutenir une offre commerciale un petit peu diverse. Si on part aussi sur cette logique de projet, d'accompagnement des projets, on voit que ça entraîne des dynamiques. Voilà. Donc, je trouve que ça soit dans les exemples, les initiatives qui ont été prises par Mantes-la-Jolie ou ce que vient nous présenter Izzy sur Vernouillet aussi sur Mantes, on est dans des logiques d'accompagnement de porteurs de projets. C'est ça, exactement. Après, c'est les effets d'entraînement, c'est-à-dire qu'après, c'est les dispositifs qui sont sur un certain nombre de mois, donc dans quelle mesure, après, le privé a la capacité, je veux dire,
de sortir de ce dispositif d'aide. Voilà. Mais on est dans une logique aussi de projet, pas que d'implantation. On va faire des Ineos commerce. Voilà, c'est ça. Et j'en profite pour informer que le vendredi, au sein de l'Office du commerce de Mantes-la-Jolie, on tiendra une permanence en partenariat avec l'initiative Seine-Yvelines, donc on pourra avoir sur place directement les conseillers pour accompagner les porteurs de projets. Du Mantois. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite réagir sur ce qui vient d'être dit? Sur peut-être les élus qui sont parmi nous souhaitent aussi témoigner de ce qui se joue dans leur commune, des porteurs de projets qui auraient pu porter des initiatives en lien avec la commune, peut-être des manques identifiés, des difficultés repérées. Je suggérais tout à l'heure des formations, moi, tout simplement, parce que je pense que quand on va en ville, c'est pas forcément pour de l'aide à la personne, c'est aussi pour se nourrir. Et on se rend compte que sur notre territoire, c'est souvent des bons charcutiers, des fromagers ou des choses comme ça qui nous manquent. Et ça, c'est pas un montre qu'on va me contredire, parce qu'on n'a plus qu'un seul poissonnier, on n'a plus qu'un seul fromager. Et quand on va pas très loin, il suffit d'aller à Houdan, il suffit d'aller à Vernon, on s'aperçoit qu'on a des commerces de bouche qui sont excellents, qui sont nombreux. Alors peut-être qu'il faudrait aussi former de nouveaux métiers, enfin de métiers anciens, mais au moins du moins de transmettre. Et je pense que c'est avant tout une balade dans la ville. Donc, on fait ses courses, mais on fait aussi une balade dans la ville. Donc, l'initiative de Mantes avec la passerelle est certainement bien, mais il faudra certainement renouveler dans d'autres quartiers pour que ça se passe partout. La passerelle est un moment de relaxation au bord de la Seine, mais il faut qu'on puisse naviguer tranquillement. Donc, il y a de la circulation aussi, de la sécurisation aussi à faire. Je pense qu'il y a aussi tous ces... Je pense qu'on va moins en ville maintenant parce qu'on n'y trouve pas forcément tout ce qu'on veut pour le commerce de bouche. Tout à fait, et c'est dans ce sens aussi que la ville de Mantes, du coup, va requalifier et rénover les places qui sont les places du cœur, donc les places du marché au blé et les places Saint-Maclou, pour justement répondre à la problématique que vous évoquiez. Tout le monde va dans les grandes surfaces pour se nourrir, en fait. Et puis, je sais pas, il y a peut-être les enseignes aussi, tout simplement. Peut-être que, moi, je connais certains maires qui ont fait des choix de ne pas mettre de grandes enseignes dans la ville, mais de les mettre plutôt à l'extérieur, ce qui permet d'avoir une variété de marques et de petits commerces où on peut trouver un peu de tout. Moi, je rêve de retrouver Mantes-la-Jolie il y a 20-30 ans où on pouvait se promener, trouver le moindre petit cadeau pour qui que ce soit. Chercher une paire de chaussures pour un enfant dans Mantes-la-Jolie, c'est la croix et la bannière. Donc voilà, je pense que c'est des choses comme ça qui nous manquent. Et je pense que ça peut revenir, mais il faut aider les gens à s'installer. Je pense que les commerçants ont aussi peur de s'installer. Il y a un investissement important, il y a un travail à faire sur les loyers aussi. Et je pense qu'il y a pas mal de choses, mais je parle de Mantes parce que c'est celle que je connais le plus. Les Mureaux, j'y vais, mais très rarement. Et Poissy, il y a bien longtemps que j'y suis allée avec le Covid. Mais c'est vrai que c'est ce genre de choses qui nous manquent aussi, je pense. Le plaisir de se promener en ville et de l'achat coup de cœur. Merci. C'est vraiment... Est-ce que les élus veulent réagir? Parce qu'il vient d'être dit, je vois Madame Blondel des Mureaux. Est-ce que au Mureaux, vous portez aussi des initiatives sur le commerce? J'imagine que oui. Est-ce que vous souhaitez vous apporter de témoignages? Les Mureaux, c'est très compliqué, vous l'avez compris. Tout à l'heure, on faisait référence à Melan. Je ne me suis pas présentée Mireille Blondel des Mureaux parce que je l'ai pris en cours de route. J'ai eu quelques problèmes entre ma tablette et mon téléphone. Donc, j'ai réussi à me connecter sur mon ordinateur. Oui, le commerce aux Mureaux, c'est fortement dégradé. Le constat qu'on peut faire, c'est que c'est vrai que par rapport à la présence, je vais revenir, je suis désolée, je vais revenir à la première présentation où on avait des chiffres de 2017, mais
Depuis 4 ans, ça s'est fortement dégradé. Parce qu'on va être clair, à part les banques ou les assurances, et les assurances sont même en train de partir et les banques aussi. Voilà, s'installe actuellement que de la restauration rapide et c'est pas du tout des commerces de proximité, hein. Franchement, dans le centre-ville des Mureaux, on n'a pratiquement plus que ça. Et c'est vrai qu'on a vraiment un travail de titan à faire pour faire revenir nos petits commerçants. Mais c'est aussi une habitude de consommation de notre population parce que nous, au Mureaux, on a Carrefour qui est juste à côté. Tous nos anciens vont à Carrefour. La problématique, c'est que nos anciens vieillissent et qu'ils ont de plus en plus de mal à se déplacer en voiture. Donc c'est vrai je pense qu'il y aura certains systèmes peut-être à trouver et à mettre en place pour qu'on ait un peu de vie dans des centres-villes de grandes villes qui se meurent. Voilà, puisque Meulan, c'est pareil, hein, Meulan en est l'exemple, est un exemple. Et c'est vrai que Meulan, le commerce est vraiment plus dégradé rapidement que sur les Mureaux. Nous, ça s'est étalé quand même sur plusieurs années. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a une solution pour qu'on fasse revenir nos petits commerces. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Evelyne sur les grandes enseignes parce que je pense que de temps en temps, d'avoir une grande enseigne dans un centre-ville, c'est aussi fédérateur. Voilà, ça peut peut-être faire partie. Je suis d'accord, mais quand on n'a que des grandes enseignes qu'on peut retrouver comme à Montbeau-Buchelet ou comme dans d'autres zones, si tu veux, les gens vont aller faire leurs courses alimentaires et prendront en même temps, pour pas les citer, Camailleux, Promode ou autre chose. L'achat coup de cœur, tu le fais dans la petite boutique. Tout à fait. Ces petites boutiques, on n'en a plus du tout. Que ce soit au Mureaux ou même à Poissy, il y avait une petite boutique de cadeaux très sympa, et ils ont fermé, il n'y a plus rien. Ouais, mais je pense qu'il y a une grosse, ça doit tenir de la volonté politique que de pouvoir gérer l'installation des commerces éventuels. Mais ça demande peut-être de préempter pratiquement tous les commerces qui sont sur la commune et de pouvoir les redistribuer à des loyers qui sont peut-être un peu plus modérés. Parce que bon, ceux qui ferment dans Mantes ou dans même les Mureaux, je pense qu'il y a une part du montant du loyer qui impacte beaucoup le chiffre d'affaires. Oui. Moi, je connais des commerçants sur Mantes, ils sont à 2 500 € par mois. Là, je suis entièrement d'accord avec toi sur faut préempter quand un commerce ferme. Et puis, on a une autre problématique. Ce sont des boutiques qui ont fermé depuis des années. Moi, j'ai un exemple simple. On a une grande surface aux Mureaux en plein dans le centre-ville. La boutique, elle a fermé il y a 25 ans et depuis, il n'y a rien. Et là, je pense que alors je ne sais pas ce qu'on peut faire, hein, et c'est vrai que c'est vraiment un problème. Tu as des boutiques qui deviennent insalubres, qui font que ton centre-ville est moche, et puis ça n'attire pas que d'avoir des boutiques fermées de toute façon. Ça attire pas le chaland d'avoir des tonnes de magasins fermés. Voilà. Alors je sais pas s'il y a une solution. J'ose espérer qu'on peut un jour on trouvera, mais c'est vrai que voilà. Puisque bon là avec le Covid, je pense qu'on a fait comme dans toutes les communes, on a fait les terrasses gratuites. La ville qui est propriétaire, elle a fait des loyers gratuits, etc. Je pense que dans ces cas-là, voilà, je pense qu'on a vraiment, on a vraiment aidé le commerce de proximité dont la ville est propriétaire du patrimoine. Merci. Je vais juste laisser Isabelle Caris proposer peut-être quelques outils. Katia me disait qu'on avait des outils à disposition et puis peut-être réouvrir sur une mise en perspective avec Martin Magny avant de passer plutôt sur les échanges de conclusion. Ouais, donc je vois qu'Isabelle dans le c'est de rappeler là où nous avons des outils
juridiques et réglementaires d'intervention. Hein, et là où malheureusement nous n'avons, enfin il n'y en a pas, où c'est l'initiative privée, ou alors c'est peut-être sur la partie plus PLUI, mais voilà, on voit bien qu'il y a de l'initiative privée, et ça, donc c'est par rapport à ce que vous disiez, savoir quelle est la capacité de la communauté urbaine ou pas, avec les différents outils juridiques, réglementaires qui existent pour pouvoir intervenir ou pas sur ces sujets. Voilà, donc Isabelle, je ne te demande pas de répondre globalement à la problématique, mais voilà, de rappeler, je l'ai dit très rapidement, mais très succinctement, les outils qui sont à notre disposition réglementairement au niveau de la communauté urbaine et ou avec les communes. Voilà. Bah, il va y avoir de toute façon la notion de préemption, effectivement, dont on parle depuis tout à l'heure, qui est peut-être plus facile en centre-ville du fait notamment de l'ORT, qui est plus complexe en périphérie, parce qu'on parle de vacances, mais la vacance, elle est aussi présente en périphérie. Et il faut aussi le souligner que centre-ville et périphérie ont souffert tous les deux du Covid, qu'il va aussi y avoir des difficultés, mais effectivement en centre-ville, avec Action Cœur de Ville, on a tout ce qui est préemption qui est possible. C'est quand même l'outil principal qu'on va pouvoir avoir. Et après, c'est tout ce qui va être animation qui va beaucoup revitaliser aussi le centre-ville. On parlait tout à l'heure de l'association de commerçants. Pour moi, il y a quelque chose qui est essentiel et qu'on n'a pas dit, c'est aussi le moteur du président, qui est essentiel en fait à la vitalité de l'association. On le voit sur les associations qui sont un peu périclitantes. C'est souvent celles qui n'ont pas de moteur et dès qu'un nouveau président va se présenter et va pouvoir fédérer autour de lui, on arrive tout de suite à avoir des actions beaucoup plus concrètes et qui réussissent plus facilement. En fait, il faut un interlocuteur qui arrive à fédérer autour de lui l'ensemble des commerçants. Je pense que c'est un des points essentiels en fait pour revitaliser l'association et aussi le dialogue avec la commune. Okay. Merci Isabelle. Merci Isabelle. Je propose que Martin Vanier tout à l'heure a évoqué un certain nombre de points qu'il avait notés. Martin, je te laisse la parole. Oui, bah écoutez, peut-être qu'on s'achemine vers la fin de l'atelier. C'était peut-être pour se rappeler à tous que notre intitulé était de réfléchir à ce que pouvait être une stratégie communautaire du développement commercial. Les problèmes des stratégies, en général, sont certes de se poser à un moment donné la question des outils, mais peut-être plus globalement d'essayer d'anticiper dans quel avenir commercial on entre, parfois de façon accélérée avec l'épidémie, et comment ça change les termes du sujet, dont on entend bien tous les uns et les autres qu'à un grand nombre de moments du débat, on a l'impression que les termes sont toujours les mêmes depuis que les commerces sont fermés. Certains d'entre vous ont dit ça fait 25 ans que c'est fermé, etc. Or, je pense que sur ce sujet, plus que sur d'autres, parmi le panel d'ateliers que nous animons ensemble, il y a matière à changer assez profondément de lunettes sur l'enjeu commercial et sur la question commerciale pour des raisons qui ont été signalées rapidement au départ, à savoir que l'acte commercial lui-même est en train de changer en profondeur et qu'il y a probablement dans l'économie commerciale des bouleversements technologiques et usagers assez radicaux qui font que je crois que quels que soient nos outils, il y a effectivement matière à se préparer à des changements stratégiques de fond. Et pour ma part, à vous écouter avec cet ensemble de mises très intéressantes, j'en vois un en particulier de changement stratégique. Nous sortons d'une époque où le magasin était à la fois l'endroit où les marchandises étaient déposées pour être achetées et l'endroit où on pouvait les acheter. Le magasin, et dans sa forme archétypique du centre commercial et du grand magasin, était à la fois un lieu logistique et un lieu de consommation. Et c'était une logique et un modèle industriel tout à fait évident que de réduire toute une série de moments de mise en rayon, d'approvisionnement, d'efficacité de la chaîne commerciale, en mettant au même endroit à la fois un acte logistique et un acte de consommation. Nous en sortons et se redissocieront probablement ces deux fonctions toujours plus à l'avenir, à savoir la fonction logistique, qui consiste à mettre des marchandises quelque part dans un territoire de toute nature pour qu'on puisse les acheter, et le magasin comme étant le lieu de l'achat, qui n'est d'ailleurs pas forcément le moment où on repart avec la marchandise à question, qui peut d'ailleurs ne même pas être le lieu où on la paye,
mais qui est certainement le lieu où on en a l'expérience et où on fait un choix. Et du coup, ça fait deux sujets bien distincts en matière de stratégie territoriale. Une stratégie territoriale sur le magasin en termes de logistique. Et on n'y coupera pas à la logistique. On ne coupera pas au fait que de toute façon, dans ce territoire, il faudra continuer à prévoir des espaces de magasins en tant qu'espace d'approvisionnement et de stockage et de mise à disposition rapide, au dernier kilomètre, comme on dit souvent, de la marchandise dans toutes ses dimensions. Et ces objets-là, ce n'est pas des objets très urbains, ça ne l'a jamais été. C'est des objets qui ont des impératifs, des enjeux d'aménagement et des nécessités techniques bien typées. Et donc, y réfléchir invite à y réfléchir en propre. Et je pense que fondamentalement, on parle beaucoup de centre-ville, mais je pense que ça pose la question majeure du devenir de vos plateformes autoroutières, de vos sorties d'autoroute. Vous avez un territoire linéaire qui, sur 50 km, s'égrène au long de plusieurs sorties d'autoroute. Et il y a une grande question sur l'avenir des sorties ou des entrées, comme vous voulez, enfin des échangeurs, dans leur fonction logistique majeure. Quant à l'autre fonction commerciale qui est celle de la vente et du rapport au client, je trouve que l'intervention d'Alexandre Sas nous a bien mis en garde d'une certaine façon. Plus nous réduisons la question commerciale à la cellule commerciale et moins nous trouvons de solutions. Il l'a dit de façon assez claire en disant à un moment donné, si on se rétrécit sur la question de la vitrine fermée, on n'y arrive pas. Et donc il nous a parlé de tout ce qui fait autour la raison de venir ici consommer et non pas dans la zone commerciale, justement, surtout quand elle deviendra complètement un objet logistique pur. Et ça réenchasse la question commerciale dans une question urbaine de qualité de ville. Et je crois, moi, avoir compris la différence, enfin, senti un peu la différence entre ce qui se passe à Achères et ce qui se passe à Mantes. À Mantes, la qualité de ville est probablement travaillée depuis assez longtemps et elle mobilise les acteurs et elle est dans la conscience de tout un chacun. Peut-être pas autant, je ne jette absolument pas la pierre aux efforts publics qui sont faits dans cette commune, à Achères. À Achères, peut-être pas autant, pour un tas de raisons que personne ne doit reprocher à personne, mais enfin, ça fait des différences. Et donc, dans ces conditions, la question commerciale et la stratégie commerciale deviennent une question urbaine et une stratégie urbaine. Ça nous renvoie à la question de la centralité dans toutes ces dimensions, espace public, etc. etc. Je trouve que ça permet de faire un premier pas dans qu'est-ce que c'est que poser une stratégie, et que ça doit inviter à des rendez-vous qui sont un peu différenciés. C'est ça, avoir une stratégie, pas vouloir partout la même chose, comprendre l'intelligence des situations et de leur contexte, ne pas courir après quelque chose qui ne sera pas réalisable, et que cette distinction entre les espaces commerciaux dans leur fonctionnalité est d'autant plus structurante que vous avez un système territorial où on voit bien comment s'égrènent d'un côté des échangeurs le long de l'autoroute et de l'autre, et pas très très loin, et en interaction profonde bien sûr, des centralités historiques qui s'égrènent de part et d'autre de la Seine avec les questions parfois de déshérence qui ont été évoquées. Et un dernier mot encore. La toute première remarque de Katia sur la vigilance à avoir sur un énoncé stratégique communautaire, sur un sujet sur lesquels les villes sont tellement présentes. Le commerce de ville, c'est un peu comme l'église au milieu du village, quoi. Ça appartient à la ville. C'est l'identité culturelle et politique de la ville. C'est son fait social par excellence. Cette importance, cette vigilance doit être, je pense, effectivement très fortement creusée pour ne pas imaginer avoir une stratégie commerciale qui aille sur les brisés et qui marche sur les plates-bandes des efforts commerciaux. Et donc, c'est une question de division des tâches ou de division des fonctions. Et on ne peut pas simplement la résoudre par le fait que la communauté pense large et que les communes font. Parce qu'on voit bien que les communes pensent aussi large. Elles pensent large quand elles parlent, elles pensent du changement des fonctions commerciales et des mutations profondes du commerce. Elles ont une vision très large des choses. Alors là, je n'ai pas de réponse particulière, mais ce que je sais, c'est que ce sujet n'est pas dans les mains de la communauté stratège, parce qu'il est autant dans les mains des villes stratèges, ou des villes qui se ressaisissent et qui travaillent depuis longtemps à leur devenir, et que ça appelle une réflexion sur la façon dont on va situer l'acteur qu'est la communauté pour qu'il fasse son boulot. Est-ce que c'est dans la mise en place d'outils mutualisés? Est-ce que les foncières commerciales doivent se construire et se réaliser chacune à l'échelle d'une commune? Ou est-ce qu'on peut faire une proposition alternative sur ce sujet-là? Est-ce que c'est dans l'éternelle question réglementaire, consiste à faire un SCOT,
en disant là iront telle ou telle chose, et puis maintenant la main est aux communes. Est-ce qu'il y a d'autres fonctions que la communauté pourrait se donner qui seraient plus proches de la mutation? En tout cas, là, il y a une interpellation très très forte. C'est vrai dans toutes les politiques publiques que l'articulation entre communauté et commune, mais plus particulièrement, je pense, dans celui-là, parce que rien ne se passe si les villes et les communes, le village aussi, bien sûr, ne se mobilisent pas, et d'une certaine façon, c'est plutôt de là que vient justement l'impulsion, avant que la communauté trouve sa place stratégique. J'aide pas beaucoup sur ce qu'elle doit être, c'est vrai, mais il me semble que ça invite à ne pas chercher une stratégie globale, ensemblière et systématique sur tous les sujets, parce que les villes sont des acteurs très forts. Voilà ce que j'ai retenu de cet atelier, Mathieu, Madame Placet, à votre écoute attentive. Non, moi je trouve que c'est vraiment le mot de la fin en fait. C'est trouver la place de la CU dans ce schéma, offrir en tous les cas une énorme boîte à outils pour que chaque ville, chaque village puisse trouver ce qu'il a besoin pour créer sa dynamique de commerce. Et c'est vrai que comme vous le dites, on est tous attachés à nos commerçants, et c'est nos commerçants et non pas celui du voisin. Donc c'est un outil propre. Je pense que ça va être la grosse difficulté du rendu de cet atelier. Peut-être qu'on va pouvoir en sortir pour offrir. Alors, est-ce que c'est une chambre de commerce où mini chambre de commerce où chacun pourra y trouver ce qu'il veut? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, il va falloir qu'on soit très, très à l'écoute de chacun pour apporter une solution pas clé en main, mais une solution à chacun. Donc, je ne sais pas, il va falloir d'autres concertations. Bien sûr, le but de ces ateliers, c'est d'impulser une réflexion de fond et qui courra sur l'ensemble du mandat. Merci Martin pour cet éclairage de fin. On m'entend ou pas? Oui, bien sûr. Oui, j'avais une petite sur Christophe Delrieux de Carrières-sous-Poissy, donc plutôt dans l'est de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Et j'avais une petite question-suggestion par rapport à tout ce que j'ai entendu et l'expérience que j'ai eue à la fois sur les années de maire adjoint et de maire, donc ça représente quand même 19 ans sur la commune, où on a eu de grosses difficultés avec justement les montants des loyers qui étaient pratiqués par des investisseurs. Pour résumer très rapidement, dans les années 90, dans le développement de la commune, par exemple, de Carrières-sous-Poissy, on a eu des investisseurs qui sont arrivés sur une place commerciale toute neuve, où ils ont depuis pratiqué des loyers qui se sont avérés de plus en plus élevés et qui ont trouvé écho avec des loyers qui sont ceux de commerce qui sont en plein centre-ville de Poissy. Alors, quand on voit Carrières-sous-Poissy avec un territoire ou un des quartiers politiques de la ville et une forte concurrence, notamment par les hypermarchés Leclerc, parce qu'on a 2 hypermarchés sur la commune, par exemple, on a eu cette grosse difficulté où beaucoup de commerces ont fermé parce que le loyer était beaucoup trop élevé. Ce qui a généré un interventionnisme communal, et principalement dans les années où j'ai été maire, où on a racheté du coup les murs, il ne s'agissait pas de racheter du fonds de commerce, mais les murs, et certains étaient prêts d'ailleurs à devenir propriétaires de leurs murs, mais avaient parfois des difficultés à apporter les fonds. Donc dans ma petite remarque suggestion, et profiter du plateau d'experts que nous avons aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un système un peu comme ce qu'on fait sur l'urbanisme avec l'EPF qui est le porteur financier en fait des fonds, avec parfois une acquisition derrière pour des promoteurs ou autres. Est-ce que le dispositif déjà existe? Parce que là aujourd'hui on a des interventionnistes publics qui sont plutôt des communes. On l'a sur Chanteloup, on l'a sur Achères, on l'a sur Carrières-sous-Poissy, par exemple, qui sont des communes avec un porte-monnaie moyen qui est parfois inférieur au porte-monnaie moyen national dans certains secteurs. Si on n'intervenait pas nous-mêmes, communes, pour assurer un maintien de commerce de proximité, on en aurait zéro. C'est-à-dire qu'il faut chaque fois intervenir avec des loyers progressifs, avec des loyers de marché, puisqu'il ne s'agit pas bien sûr de faire du favoritisme qui serait d'ailleurs illégal pour le coup, mais on a chaque fois un interventionnisme communal qui pourrait peut-être exister à un niveau de Grand Paris Seine-et-Oise ou du département même, avec le même un peu principe qu'on a sur l'immobilier, où on a un établissement public donc qui ferait le portage financier de l'affaire, et qui permettrait donc à des commerces d'acquérir des murs dans le temps.
c'est-à-dire de payer un loyer et qui rembourserait petit à petit, et qui a une forme d'accession à la propriété, en tout cas des murs. Hein, il s'agit bien des murs, pas du fonds de commerce. Et alors après, l'autre réflexion par rapport à ce que j'ai entendu aussi, c'est que dans les dernières discussions que j'ai pu avoir avec des commerçants, qui, pareil, pour notamment tout ce qui est primeur, petite épicerie, des choses comme ça, s'ils n'ont pas de plateforme derrière, on va dire semi-grossiste, hein, ils commençaient à se dire pourquoi ne pas imaginer une zone de stockage dans la commune ou dans un réseau de communes dans laquelle ils pourraient stocker justement des achats semi-grossistes qui leur permettraient du coup d'avoir des prix plus attractifs. Parce que quand vous avez des centres commerciaux comme Leclerc chez nous, hein, il y en a 2 plus 1 à Cher, les 2 de Carrières-sous-Poissy sont chaque fois classés comme étant les moins chers de toute l'Île-de-France. Donc, quand vous avez ce type de structure à proximité de ces commerces de ville, de centre-ville, il est très difficile pour eux d'avoir des prix attractifs. Et donc, une zone de stockage, c'est aussi une idée à réfléchir qui permettrait à des petits commerces de stocker leurs propres achats semi-grossistes et de pouvoir pratiquer des prix plus intéressants. Merci, Monsieur Delrieux. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir? Christophe, bonjour, c'est Evelyne là qui parle. Moi, j'ai rencontré Comptoir de Campagne et en fait, ils ont une collaboration avec le PNR et certainement la Plaine de Versailles. Et donc, ils cherchent à faire ce qu'ils appellent des grappes pour pouvoir avoir plusieurs commerces et avoir ainsi des prix réduits sur des produits frais. Donc, c'est une initiative qu'on peut peut-être étudier. Il y en a déjà plusieurs en France, mais ça permettrait effectivement d'avoir des prix plus intéressants parce que c'est vrai que les prix qu'on peut pratiquer dans des petites communes ou dans des loin, à proximité de centres comme Leclerc, etc., il y a une différence de prix qui est même incroyable. Et sinon, comme autre initiative, moi, ce que je vois beaucoup dans nos villages, c'est des boutiques éphémères aussi. En fait, elles sont louées que pour le week-end et elles servent à d'autres utilités que du commerce de bouche, mais elles peuvent être aussi importantes. Les boutiques de promotion aussi de tout ce qui est artisanat dans les communes, c'est vrai que ça marche bien. Quand on a une boutique qui est un peu centralisée, qui fait la promotion de plusieurs artisans, qui fabriquent du chocolat, qui fabriquent des tas de choses qu'on ne connaît pas forcément, mais l'emplacement de la boutique en question, qui est une espèce de boutique vitrine multi-commerce, quoi, hein, où chacun peut mettre quelques produits, mais ça fait connaître aussi les commerçants et les artisans autour. Mais la réflexion sur les loyers me paraît quand même importante, parce que moi, ce que je vois là sur des communes qui sont dans l'Ouest, hein, je ne parle pas que de Carrières-sous-Poissy, tous ceux qui sont propriétaires des murs sont tous restés en activité sur les 20 dernières années. Alors que tous ceux qui n'étaient pas propriétaires des murs ont tous fermé, parce que les loyers sont devenus trop chers. Et moi, j'ai rencontré les investisseurs en question, qui sont des gros investisseurs, qui, eux, intègrent la boutique vide dans leur business plan. Hein. Donc, c'est des personnes, ils n'en ont rien à faire du maire, hein, clairement. Hein. Pour obtenir un rendez-vous, il a fallu batailler dur, ne serait-ce que pour qu'ils aient la considération de donner rendez-vous. Donc, on voit bien que leur intérêt ne correspond pas forcément à l'intérêt de vie sociale qu'on se fait, nous, du commerce de proximité, de centre-ville, où on se dit ça fait la vie du centre, quoi. On aimerait avoir tel type de commerce ou autre. Et moi, je vois tous ceux qui étaient intéressants, même des pressings, des choses comme ça, qu'on avait en centre-ville, quoi, sont partis parce que les loyers étaient trop élevés. Nous, on a une brasserie, on a l'exemple symbolique d'une brasserie qui payait autant de loyer qu'une brasserie à Poissy, à côté du cinéma en plein centre, à Carrières-sous-Poissy. Donc, on est évidemment dans une problématique de business plan qui ne correspond plus, quoi, qui correspond plus à la clientèle ensuite qu'on peut trouver sur une commune comme la nôtre. Et ça existe dans bon nombre de communes de Grand Paris Seine-et-Oise.
Merci, Monsieur Delrieux. Merci. Du coup, on prendra bien en compte ces deux propositions, la question de la foncière communautaire. Alors, bon, étant donné qu'on est sur des exercices budgétaires compliqués, mais il y a peut-être d'autres outils, d'autres associations, d'autres organisations qu'on pourrait mobiliser dans ce cadre-là. Et puis la question de la plateforme de stockage intermédiaire pour les petits commerces sont des éléments qu'on intégrera à la réflexion, bien évidemment. Je vous propose de conclure cet atelier. Je laisserai le mot de la fin à Mme Placet. Bon, alors, je vais remercier pour Mme Placet l'ensemble des intervenants et participants à cet atelier. Ça a été très riche comme échange. On viendra rapidement avec les enseignements de cet atelier et puis le replay, la capacité à re-regarder cette vidéo en bon français, qui seront sur l'intranet et qui vous seront diffusés à tous les intervenants et participants. Un grand merci à tous de votre participation à cet atelier de la démarche du projet de territoire. Merci, au revoir. Merci. Au revoir et merci en tous les cas. Et merci à Martin Vanier parce que c'est vrai que la synthèse a été parfaite. Donc, merci à vous. Merci, madame. Merci à tous. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.